tout d'abord, écoutez, je me présente, Vincent Fauque, je suis chargé de cours au département des sciences historiques de l'Université Laval, coordonnateur du centre IKEDA pour l'éducation et une citoyenneté globale, au dialogue et à la paix. Et puis, je vais être votre animateur pour les 2 heures qui s'en viennent devant nous, proprement dit. Aujourd'hui, ce soir, on a un thème, une réflexion en 3 volets, finalement, en 3 volets, autour des 3 valeurs de courage, sagesse et compassion, autour des vertus du dialogue, dans un deuxième temps, qu'on va examiner. Et puis, on se pose la question, est-ce que ces valeurs-là sont indispensables pour devenir un authentique citoyen du monde, proprement dit? Donc, vous voyez la problématique, hein, ces 3 valeurs-là, courage, sagesse, compassion, vertu du dialogue, et puis quelles sont les propriétés, les spécificités d'un citoyen du monde à ce moment-là. Alors, la réflexion qu'on va avoir ce soir tourne pour une large part autour de l'ouvrage du docteur Olivier Urbain, qui est présent avec nous, auteur de l'étude la plus complète, la plus sophistiquée sur l'action de paix, sur l'action philosophique de Daisaku Ikeda, du docteur Daisaku Ikeda. Alors, présentons Olivier Urbain tout d'abord. Olivier Urbain, l'auteur du livre La philosophie de paix de Daisaku Ikeda, paru en 2010, et de nombreux articles et chapitres sur le même sujet. Sa seconde spécialité concerne l'application de la musicalité à la construction d'un monde plus solidaire. Docteur en littérature de l'Université de Californie, docteur en études sur la paix de l'Université de Bradford au Royaume-Uni, chargé de cours à temps partiel à l'Université Soka à Tokyo au Japon. Voilà un petit peu pour le portrait, si on voulait présenter le docteur Olivier Urbain. Sur le plateau, ce soir, nous avons Odessa, étudiante au baccalauréat en études internationales et langues modernes, tout comme Ebeth, qui se trouve avec nous. Et puis également, nous avons Maxime. Maxime, lui, provient d'une autre discipline, la faculté d'éducation proprement dit. Et puis, en complément, nous avons Martin Vaillancourt. Martin est candidat au doctorat en sciences religieuses. Voilà. Donc, c'est un peu le panel qui nous réunit ce soir. Et puis, je dirais, sans plus attendre, qu'on puisse inaugurer le premier thème, le premier axe de réflexion qu'on va avoir, proprement dit, autour des 3 vertus, je les avais nommées dans un premier temps, les 3 vertus de courage, sagesse et compassion, et le développement personnel qui est lié à ces 3 qualités-là, le développement personnel avec un objectif, c'est créer des valeurs humaines. Voici un petit peu le premier volet de notre réflexion ce soir. Et puis, je pense qu'on pourrait commencer par une interrogation qui s'adresse directement au docteur Urbain dans un premier temps. Docteur Urbain, vous expliquez dans votre ouvrage que ce qui se trouve au cœur d'une transformation intérieure positive sont les qualités qu'un être humain doit développer pour transformer le négatif en quelque chose de positif, de constructif. Comment peut-on clarifier cela, pour commencer? Merci. Très bonne question. Donc, tout ça, c'est bien sûr basé sur de nombreux écrits, de nombreuses actions du président Ikeda, mais c'est aussi confirmé par de nombreuses branches de la psychologie, et en particulier Viktor Frankl, qui a survécu à plusieurs camps de concentration, et de nombreux autres psychologues. La réalité nous affecte de tas de manières. Nous avons des obstacles, des problèmes, des choses à surmonter. Et dans un premier temps, on reçoit les informations et ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. C'est comment on transforme ce qui nous arrive. Alors, ce que j'ai noté dans les écrits de Daisaku Ikeda, c'est qu'il y a 3 façons de traiter la réalité, 3 façons de se sentir face à notre vie, qui sont extrêmement efficaces et qui sont le courage, la sagesse et la compassion. Donc, ça veut dire que quel que soit ce qui nous arrive, nous avons le pouvoir intérieur de transformer, si on veut, la façon dont on va réagir de la meilleure façon possible. Donc, voilà, j'ai déjà répondu à la question directement, mais ça veut dire beaucoup de choses pour des tas de gens. Et on peut toujours transformer toute situation en quelque chose de positif, mais il faut d'abord pouvoir l'envisager comme ayant un potentiel positif, même si c'est très dur. Donc, suivant notre niveau,
de courage, sagesse et compassion, on va pouvoir donner une réponse à la réalité qui sera des plus adéquates pour soi et pour les autres. Mhm. Ce qui est un premier début de réponse, je dirais. Il y a une question un petit peu complémentaire, puis ça, je pense qu'on pourrait essayer d'en débattre tous ensemble, je dirais, ouvrir le plancher un peu autour de cette réalité-là. Donc, en articulant la réponse à partir de la réflexion que Urbain vient de nous faire, que dois-je développer comme qualité humaine pour transformer les aspects négatifs en quelque chose de positif, de constructif? On a parlé de sagesse, courage, compassion. Comment est-ce qu'on peut développer ça? Je reprends la question. Que dois-je développer comme qualité humaine pour transformer les aspects négatifs en quelque chose de positif, de constructif, à partir de l'ouverture que nous a faite le docteur Urbain, proprement dit? Qui a envie de se lancer à l'eau? Moi, je pense que c'est en développant sa bienveillance, notamment, en partie, pour soi, pour les autres. Moi, je pense que ça part de là. Puis, j'avais une discussion avec Dr Urbain sur le terme bienveillance lors de nos premières rencontres. Puis, je faisais part que je trouvais que c'est un mot ordinaire. Bienveillance, ça fait je comprends, j'ai de la compassion. Mais il m'expliquait que compassion, au sens japonais du terme, c'est de prendre la souffrance de l'autre pour la remplacer par de la joie. Fait que je trouvais qu'il faut d'abord accorder aussi une importance aux mots, puis comprendre ce qu'ils signifient. Fait que pour moi, ça part par la compassion puis par la bienveillance. Comment qu'on transmet ces valeurs-là aussi. C'est pour ça, en éducation notamment, comment est-ce que je transmets comment est-ce que je transmets une création de valeurs nouvelles, en fait? Une démarche altruiste, donc, on est au cœur de l'altruisme à ce moment-là, et puis de s'efforcer de développer ces altruismes. Comment est-ce qu'on peut développer ça, proprement dit? Parce que ce n'est pas, quand on dit le mot bienveillance, enfin Maxime vient de le soulever, ça n'est pas une petite affaire. Je veux dire, ça implique quasiment ça implique de développer du cœur, d'avoir vraiment une démarche altruiste, donc de ressentir, c'est un ressenti. Comment est-ce qu'on peut développer ça plus longtemps? Alors, vas-y. Alors, si vous voulez, Vincent, donc je pense que en fait, c'est important de comprendre en fait les différents concepts. Donc, en fait, dans la vie de tous les jours, donc ça peut pas être très facile, par exemple, pour dire à quelqu'un donc qu'il est courageux, donc qu'il est sage, mais dans la réalité, donc ça prend vraiment, ça prend plus que ça. Donc, alors, je vais concentrer en fait ma réflexion sur Haïti, donc parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne beaucoup. En fait, si je prends le cas des esclaves, donc avant la Révolution haïtienne en 1803, donc je pense que en fait, le courage qu'avaient développé en fait les esclaves pour vraiment arriver donc à la révolution de 1803, c'est quelque chose de très important. Donc, d'abord, on parle des esclaves, des gens qui n'avaient absolument pas qui n'avaient aucune liberté de se regrouper, aucune liberté donc de se réunir, mais qui parvenaient de façon à trouver une solution donc au problème, à un problème, ou du moins au problème auquel il faisait face. Donc c'est déjà quelque chose de très important. Et c'est ce courage-là, je pense, qu'il faut aujourd'hui pour vraiment sortir Haïti, donc, que ce soit du marasme économique, mais également de cette instabilité politique qui dure déjà trop longtemps. Donc, et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut qu'un peuple sache vraiment son histoire pour vraiment, pour être capable de vraiment trouver une solution aux problèmes actuels. Donc, pour mieux sortir Haïti de sa situation actuelle, il faut d'abord faire un retour en arrière pour essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui avait permis aux esclaves de trouver une solution au problème de l'esclavage et qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de trouver une solution au problème auquel nous faisons face aujourd'hui. Donc, je pense que le courage, c'est pour vraiment développer cette qualité-là, ça prend vraiment beaucoup il faut que l'individu soit capable de s'améliorer, de se libérer de plein de choses. Donc, pour moi, c'est ça le but, en fait, de la réflexion. Oui? J'adore ce qu'Evette a dit, c'est d'être capable de se libérer. Puis moi, moi, au début, je ressentais ça. Là, maintenant, je les ressens différemment. Pour maintenant, c'est livrer la libération. Puis je pense que la libération arrive quand on accepte d'être humain. Puis d'avoir ces trois valeurs-là.
de l'accepter, ça change tout. C'est comme le courage, la sagesse, la compassion. Les trois, dans toutes nos discussions, c'est toujours revenu à la même base dans ma tête, dans ma compréhension à moi, que tout est relié. On ne peut pas les séparer. Mais on les a tous. Chaque personne les a. Peu importe qui veut les savoir ou non, chaque personne les a au fond de lui, au fond d'elle. Il faut juste les accepter. Parfois, en tant qu'être humain, on essaye de s'enfuir de ses responsabilités puis de s'enfuir de ces valeurs-là qu'on a dans nous ou de ne pas les voir. Mais je pense que comment les développer, c'est juste de dire OK, je suis un être humain, Jésus. Ça finit là. On est ce qu'on est. Puis c'est de prendre la responsabilité des mettre. Donc, je me dis que le courage, ça permet d'engendrer de la compassion engendre la sagesse engendre le courage, c'est un cercle. C'est comme on disait, la spirale vertueuse qui va vers le haut. C'est pour ça que, tu sais, quand tantôt Olivier disait tantôt M. Urbain disait que plus on augmentait, tu sais, comment partir, comment commencer la spirale vertueuse qui va monter, comment on fait ça quand on n'est même pas conscient d'avoir ces valeurs-là. Je pense que c'est juste dès l'acceptation de la base et après ça, petit pas par petit pas. Plus on fait une valeur, plus on travaille sur un petit aspect de notre personnalité, plus ça enchaîne un autre, plus l'autre s'enchaîne, plus l'autre s'enchaîne. Puis à un moment donné, ça devient de plus en plus fort. Puis le chemin est fait dans notre tête, dans l'univers, dans notre vie à nous, pour après ça les instaurer plus facilement. Et je pense que c'est en luttant quotidiennement, chaque jour. Puis c'est justement avec ce qu'Hébert disait, Maxime, dans son travail d'enseignant, en donnant cet accès-là, en donnant l'accès de la compassion à tous ses élèves, eh bien, si chaque personne, chaque Haïtien prenait la peine de faire un petit effort vers le mieux, ben, j'ai l'impression que la société s'améliore au complet entièrement. Il suffit qu'une personne au fond d'elle le ressente. Je pense que ça peut tout changer. Ça, c'est mon opinion. Plus on le fait, plus ça... Tu sais, dans le fond, c'est juste des mots, mais c'est l'action qui change tout. Ça, on en avait parlé souvent, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et voilà. Alors, moi, je continuerai un petit peu sur la lancée qu'Odessa nous a présentée. Puis, j'ajouterais que si on se fie au chapitre 6 du livre d'Olivier, qui a bien pris la peine de me demander si j'avais lu les chapitres avant qu'on commence l'émission, alors je vais prouver que je les ai lus. Alors, il me semble, quant à moi, que selon le chapitre 6, la clé principale est le dialogue et les méthodes dialogiques. Alors, on voit dans ce chapitre-là, il nous explique que si je m'en tiens là, à son résumé qui nous a offert lui-même de son chapitre, il y a un petit bout que moi j'ai trouvé vraiment très, très important, qui est très révélateur, qui répond à notre question. C'est celui-ci, c'est, je cite, « Je voudrais suggérer que le dialogue le plus significatif n'est pas possible entre des personnes qui n'ont pas suffisamment élevé leur conscience par la maîtrise de soi et la réforme intérieure. » Alors, je pense que tout est dans cette phrase-là. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que la maîtrise de soi et la réforme intérieure, bien sûr, ça fait partie de la philosophie du docteur Ikeda, mais on la retrouve aussi dans ce qu'on appelle le christianisme intérieur en Occident. Il y a une très riche spiritualité de la réforme intérieure qui souvent est complètement inconnue par les Occidentaux aujourd'hui, hein, parce qu'on juge de notre héritage culturel et religieux d'un côté plutôt matérialisme et social, mais il y a vraiment une tradition très, très importante au niveau de la réforme intérieure qui est présente ici aussi, puis que ça fait écho à ce qui est spécifié, c'est que cette voie-là, elle est commune à toute tradition religieuse, la spiritualité, la mystique. Il y a quelque chose qui renvoie justement à la réforme intérieure, à la renonciation de soi, à la dépersonnalisation, au don total, peu importe les formes que ça prend, les objets, les symbolismes, les rituels. Et moi, ça m'a vraiment allumé de ce côté-là. Donc, ce serait un début de réponse pour moi. Elle existe même au niveau, je viens d'avoir un petit un éclair lumineux. Non, mais elle existe même dans la société moderne. Tu sais, tous les produits pour devenir les meilleures personnes, tous les livres de croissance personnelle, du marketing qui travaille là-dessus, qui prend la base de révolution humaine. C'est la même chose. Et qui sont régulés par le marché, c'est-à-dire la société de consommation. Ça fait le véhicule d'accès à tout ça. C'est une autre dimension dont on pourrait parler, mais c'est essentiel, selon moi, pour qu'on puisse avoir accès à cette dimension-là. Il y a quelque chose au niveau de la régulation de la société de consommation qui est fondamental. Aussi. Si je pouvais ajouter un angle un tout petit peu différent, pour relier donc, la question de Vincent à l'intervention de Martin,
En effet, d'une façon tout à fait simple, je crois que chacun a l'expérience de vouloir parler à un membre de sa famille, à un ami, et d'être de très mauvaise humeur. Et c'est difficile de parler dans ces conditions, à moins que l'autre personne, elle, soit vraiment de très, très bonne humeur et nous influence. Mais en général, on a un impact sur l'autre. Et donc, tous ces concepts, quelle qualité faut-il pouvoir développer et pour réagir de la meilleure façon possible à ce qui nous arrive. Donc, élever sa conscience, une réforme intérieure, la maîtrise de soi. Mais tout ça, ça semble un petit peu rigoureux, un petit peu strict. Alors, je voudrais proposer l'envers du décor, qui sont des choses comme l'espoir, comme la créativité, comme la joie. Parce que ça, ce sont des excellentes bases pour transformer notre réalité. Donc, peut-être la question devient alors à ce niveau-là, pour pouvoir générer du courage, de la compassion, de la sagesse dans le moment présent, comment, juste avant ça, pouvoir générer de l'espoir par la créativité, par la joie. Et donc, pour terminer cette présentation à ce niveau-là, il y a deux façons de le faire, justement. Il y en a une dans le chapitre 5, il y en a une dans le chapitre 6. Comment générer un maximum de joie, de créativité, d'espoir, même quand c'est difficile? Eh bien, on peut utiliser de la musique ou de la bonne nourriture ou une bonne marche dans la nature. Ça, c'est pour opérer une transformation intérieure qui va générer ces qualités en nous. Mais une autre façon, c'est de parler à une personne de confiance. Quelqu'un à qui on peut se confier, quelqu'un à qui on a l'habitude de parler. Si on a même un seul ami à qui on peut se confier, automatiquement, ça va nous permettre de ressentir de l'espoir, de la joie. Et de là peuvent partir notre courage, créativité et puis tout le reste, notre compassion, notre courage, tout ça. Donc, je voulais simplement combiner les deux chapitres, qu'on n'est pas obligé, si vous voulez, de se remonter tout seul. On peut aussi utiliser le pouvoir du dialogue et de l'échange pour transformer notre monde intérieur. Voilà. Je tiens à dire au niveau, par rapport à ce que vous venez de dire, Olivier, au niveau personnel, s'il faut mettre le tac à être humain, on l'est. C'est la preuve, on la vit là. Moi, je la vis avec vous, la preuve. On l'a vécu, ça fait 6 mois, 5-6 mois qu'on se connaît, qu'on se rencontre, qu'on parle. Ça m'a permis de développer des valeurs encore plus fortes que j'avais oubliées que j'avais complètement. Le courage, je ne savais plus que j'en avais. Ça m'a permis d'apprendre sur vous, d'apprendre sur moi. C'est grâce au dialogue. Ça a commencé, puis j'ai commencé à évoluer, j'ai continué d'évoluer. Après, on s'est reparlé. Le dialogue, vous avez changé ma vie tous les 5. Sérieusement. La vie change dans les dialogues. Faire partie d'un groupe, puis travailler tous ensemble à développer chacun ces choses, il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Puis c'est pour ça que je pense que ce groupe-là, si ça peut attirer le plus de personnes possible, juste parce qu'on est ouvert à tous, juste de montrer qu'on peut faire partie si on veut être avec les gens. Donc, ce serait l'idée d'ouvrir sa vie. Hein. Je pense que ça, c'est vraiment ouvrir sa vie. Ça peut paraître un peu, c'est très abstrait, ouvrir sa vie. Bon, c'est d'aller chercher, se dire, on va dépasser on va sortir de sa petite coquille, du petit ego, d'une certaine façon, et puis on va aller vers les autres en confrontant les choses pacifiquement, bien sûr, mais je dire en ouvrant véritablement, et puis avec la volonté d'apprendre de l'autre, une attitude éminemment pacifique implicitement, là, je dirais. Ça, c'est vraiment… et ça m'amène à une autre question à partir de là. Je reprends une réflexion à partir de cette réalité-là, une réflexion du docteur Ikeda qui dit de la façon suivante, la façon de créer un monde d'humanité, ça rejoint véritablement ce qu'on discute là présentement, la façon de créer un monde d'humanité et de se mettre au défi de développer à l'intérieur de nos vies ces 3 qualités. Je pense que c'est vraiment intéressant de revenir là-dessus. Se mettre au défi de développer à l'intérieur de nos vies ces 3 qualités. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une introspection, il y a une réflexion par rapport aux vertus, ces 3 vertus fondamentalement, sachant que quand on développe des vertus, par définition, eh bien, on est dans quelque chose de juste, on est dans quelque chose qui nous constitue, je dirais, à l'intérieur, et qui nous permet d'ouvrir à partir de là. Donc, je reprends la question, la façon de créer, ou la réflexion plus exactement,
la façon de créer un monde d'humanité, de se mettre au défi, de développer à l'intérieur de nos vies ces trois qualités. Et de là, j'ai envie de vous poser une question. De là, une question surgit dans nos projets de vie respectifs, tout ce temps que nous sommes autour de la table ce soir, comment envisageons-nous de développer ces trois qualités très concrètement dans nos activités, à partir de ce que l'on est, à partir de notre réalité, hein, dans nos projets de vie respectifs, comment envisageons-nous de développer ces trois qualités? Vaste question. Merci Vincent, formidable. Moi, ce que j'ai noté dans la citation que vous avez faite du président Ikeda, c'est le mot défi. C'est ça qui m'a frappé le plus. Alors, quel serait le défi donc pour répondre à cette question? Bien, je crois qu'il faut accepter que chaque être humain, bien sûr, nous y compris, chaque être humain a des réserves immenses d'avidité, d'ignorance et de colère à l'intérieur. Et tous, tout le monde. Autant nous avons de la compassion, de la sagesse et du courage, nous avons aussi l'inverse. Et donc, il est naturel dans la vie de tous les jours de vouloir plus d'attention, vouloir plus d'amour, vouloir plus d'argent. Ça, c'est l'avidité, c'est naturel. L'ignorance, évidemment, on ne peut pas tout savoir, donc c'est normal d'être ignorant. Et la colère, bien sûr, il y a toujours quelqu'un dans notre vie qui nous empêche de faire ce que nous voulons. Et donc, nous sommes justifiés de ressentir de la colère vis-à-vis de cette personne. Donc, l'avidité, l'ignorance, la colère, nous sommes familiers et nous font partie de notre vie, de la vie de chacun. Alors, justement, le défi, c'est de choisir de ne pas les activer et d'activer le contraire. Et donc, quand il se passe quelque chose dans notre vie qui normalement demande une réponse d'avidité, d'ignorance, de colère de façon tout à fait naturelle, comment mettre en place justement cette maîtrise de soi, cette capacité de ressentir de la joie, de l'espoir, de voir se relier aux autres pour qu'à la place apparaissent le courage, la sagesse et la compassion. Donc, pour répondre à une partie de la question donc, de Vincent, je crois que c'est ça le défi, c'est d'être conscient que quand on dit à quelqu'un « tu m'énerves », c'est un petit peu jouer la victime. Ce n'est pas ça du tout. La réalité, c'est que tu m'as dit quelque chose qui a fait que j'ai laissé mon énervement apparaître. Donc, le meilleur moyen, c'est de prendre la responsabilité pour ses sentiments, ses émotions, ses décisions au moment où elles arrivent et vraiment activer ce qu'il y a de mieux en nous, c'est-à-dire sagesse, courage, compassion. Ça, c'est un exercice qui demande beaucoup de courage, justement, et c'est un énorme défi. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je dois me battre. Je rencontre des gens de tous les pays quasiment tous les jours. Il y a des tas de confrontations, de différences, de défis, et je suis confronté donc à cet exercice tous les jours. Vous réussissez bien. C'est déjà un bon point de départ. Je reprends un petit peu, pour synthétiser un petit peu ce qu'Olivier vient de dire, c'est effectivement, c'est-à-dire on a un potentiel de lumière, sagesse, courage, compassion, c'est de la lumière, et puis les trois poisons, parce qu'on pourrait appeler ça des poisons, ignorance, colère et puis avidité. Donc, comment les neutraliser finalement? Ça part d'un éveil, hein, je dirais, d'une introspection et d'un éveil, c'est-à-dire d'abord, dans un premier temps, s'éveiller au fait qu'on a ces trois potentialités-là de qualité et les trois potentialités de négativité à partir de là, si on veut les enligner. Et l'objectif, effectivement, c'est de développer un soi suffisamment développé, suffisamment heureux, parce que tout part. Quelqu'un d'heureux, fondamentalement, je dirais, ne cherchera pas querelle à personne. Je pense que ça, c'est quelque chose vraiment à remarquer. Et comment on peut neutraliser dans l'instant, je dirais, en étant éveillé au fait qu'effectivement, ces trois poisons, appelons-les comme ça, ne demandent qu'à apparaître. Et comment est-ce que l'antidote, comment est-ce qu'on active l'antidote pour neutraliser ces trois poisons, pour nous-mêmes, bien sûr, et puis comment par voie de conséquence, on va projeter ces qualités-là dans notre environnement et puis, je dirais, rendre heureux, développer ce bonheur intérieur soi-même, puis être capable de le projeter dans notre environnement. Et ça tient vraiment, un des aspects, je dirais, qu'on retrouve dans le livre d'Olivier, c'est effectivement l'état de vie. Comment développer un état de vie suffisamment élevé
pour que dans l'instant, je dirais, on ne cède point à ces trois négativités, mais qu'au contraire, on stimule ces trois qualités à ce moment-là. Donc, comment concrètement, je reprends la question, dans nos projets de vie respectifs, comment envisageons-nous de développer ces trois qualités? Bon, par exemple, Olivier enseigne, vous êtes étudiant, vous avez des projets de vie, Maxime veut devenir éducateur, Martin développe une réflexion dans le domaine spirituel avancé, etc., etc. Ebed est engagé de cœur par rapport à sa patrie première, je dirais, dont il espère fortement pouvoir être capable d'apporter sa pierre, je dirais, pour l'améliorer. Comment est-ce que dans nos projets de vie respectifs, des SAP, pour la nommer également, comment est-ce qu'on peut développer ces qualités? Comment est-ce qu'on compte les développer? Je pense que c'est le temps d'y réfléchir d'ores et déjà pour les mettre en avant. Bien, premièrement, le programme du domaine d'univers social au Québec propose à l'élève, et je cite, une vision de la réalité sociale selon laquelle l'action humaine est la source de changements importants dans le temps et dont l'héritage est encore perceptible dans notre société. C'est un peu cette vision-là qui m'a tiré vers le domaine d'univers social dans l'enseignement, parce que je crois qu'on peut construire sa conscience citoyenne à l'aide de l'histoire et à l'échelle planétaire notamment. Puis, dans le fond, le PFEQ, le programme de formation à l'école québécoise, dans le programme en géographie, nous demande, voyons, je vais reprendre, excusez-moi, l'anxiété fait en sorte que... Oui, c'est pas grave. Non, dans le domaine de l'univers social, l'élève est amené à développer les compétences, dont la conscience citoyenne, à l'aide de l'histoire, et ce, à l'échelle planétaire. Il est appelé à prendre conscience du pouvoir d'action des humains, de leur capacité à générer des changements par l'engagement et par la participation à la gestion des multiples défis du présent. On peut penser notamment au climat ou à la paix. Alors, c'est un peu de cette manière-là que moi, je voulais développer ces valeurs-là, en fait, pour créer des valeurs nouvelles auprès d'une nouvelle génération. Donc, ça remplace ce rôle de l'enseignant dans une espèce d'éveilleur de conscience, quelque part, je dirais, s'éveiller soi-même et puis, je dirais, développer cette qualité-là, vraiment, effectivement. Alors, merci Maxime là-dessus. Odessa ou Ebed? Alors, désolé, hein, parce que la communication était interrompue. En fait, ce que je voulais dire, en fait, par rapport à ces trois valeurs-là, Vincent, donc pour moi, c'est très important par exemple, dans le cas d'Haïti, je ne sais pas si vous m'écoutez très bien? On comprend bien. Oui. En fait, dans le cas d'Haïti, parce que ça fait longtemps qu'on parle de dialogue en Haïti, mais c'est vraiment un dialogue qui, on dirait que c'est tellement compliqué, il n'y a personne qui arrive vraiment à faire asseoir tout le monde sur une même table pour discuter en fait des problèmes d'Haïti. Donc, je pense que pour résoudre la situation d'Haïti actuelle, il faut absolument commencer par les communautés, peut-être pas à l'échelle nationale, mais vraiment à l'échelle des communautés, c'est-à-dire commencer par réunir les gens et puis autour d'une même table, et puis on commence à discuter en fait des problèmes de la communauté avant même de penser par exemple aux problèmes par exemple au niveau national. Donc je pense que c'est par ce moyen-là qu'on parviendra certainement à trouver une solution peut-être à moyen, à court et moyen terme, mais qui va finalement déboucher sur des solutions à long terme. Donc, parce qu'à l'échelle nationale, c'est plus difficile de s'asseoir sur une même table avec tous les acteurs parce qu'ils ont quand même leur propre idéologie, leur propre vision en fait, de la réalité en Haïti. Mais si on se dit, on va commencer par rassembler en fait les communautés, je pense qu'on peut facilement trouver une solution que d'attendre vraiment que quelqu'un va venir de l'extérieur, ou du moins que quelqu'un d'influent donc va lancer en fait le dialogue. Donc, je pense que c'est par cette moyen-là. C'est la seule façon vraiment de trouver une solution parce qu'actuellement, Haïti, on dirait qu'il n'y a pas de représentation. C'est vraiment une situation, on est dans une situation chaotique. Donc, mais c'est vraiment maintenant, on ne peut pas vraiment attendre. Et puis, parce qu'à chaque fois qu'on parle de dialogue en Haïti, on dirait, donc, ça prend vraiment trop de temps. C'est maintenant qu'il faut commencer. Il faut vraiment commencer quelque part et il faut que ça soit maintenant. Parce que si on tâte vraiment à trouver une solution aux problèmes, aux différentes crises que traverse Haïti, donc je pense que
on n'arrivera certainement pas à trouver une solution. Donc, et la solution, il faut la trouver maintenant pour que vraiment tout le monde puisse vivre avec la joie, donc avec la paix donc, en Haïti. Donc, c'est un peu ça, c'est ça ma vision en fait. Ta vision et ton plan d'action? Oui, c'est ça. En fait, mon plan d'action, c'est basé sur ça. Donc, je pense qu'à partir de là, donc, on va être capable de vraiment avoir une autre forme d'éducation en Haïti, parce que tout part par l'éducation. Donc, si les élèves si les enfants sont très bien éduqués, sont très bien enseignés, donc, on aura une autre pays. Mais si, par exemple, on a du mal vraiment à éduquer les gens, donc ça pose déjà un grand problème. Il faut vraiment commencer. La base, c'est vraiment de réunir, en fait, les communautés et les expliquer qu'il faut absolument qu'on trouve une solution au problème. Et c'est à partir de là, on va poser les bonnes bases, les bases qu'il faut pour sortir Haïti de cette situation-là. Donc, plan d'action. Même façon d'incarner ces valeurs-là. Au dessin, comment tu vois ça, toi? Non, mais Dans ton projet de vie, tu le vois ça comment? Si je reprends la question, hein, dans nos projets de vie respectifs, comment envisageons-nous de développer ces trois qualités? Tu as un projet de vie, tu as un projet éducatif, tu es en plein, tu es sur ta rampe de lancement. Oui. Alors donc, tu envisages une maîtrise par après, etc., études internationales, langue moderne. Comment tu te vois? Parce qu'aujourd'hui, ces trois valeurs-là, les trois piliers, courage, sagesse, compassion, sont au cœur de ta réflexion, au cœur de ta vie. Comment est-ce que tu vois la capacité de les développer très concrètement? Je ne peux plus vivre ça. Non, mais sérieusement, puis j'écoutais juste le fait de revenir avec ce que Ebed et Maxime disaient depuis tantôt. Ce que chaque personne, ce que vous faites, Vincent, ce que Olivier fait, ce que Martin aussi fait, même si on ne le connaît pas depuis longtemps, je le vois dans ses yeux quand il parle. Le courage, la sagesse et la compassion, tout le monde les prend pour réaliser leur but premier dans la vie. Ebed et Haïti, Maxime redonné aux étudiants. Puis moi, je me suis dit, moi, pour qui la compassion, c'est la valeur la plus importante dans la vie entière. Là. Il n'y a rien de plus important pour moi que de donner aux autres. Et pourtant, là, les valeurs, j'en ai eu besoin égoïstement pour survivre, tout simplement. Mon projet de vie, ça a été, au-delà d'aller passer aux études, au-delà de passer au projet, je suis quelqu'un qui est, vous savez, passionné par la vie, passionné par tout. Mais au-delà de ça, ça ne sert à rien si on ne veut pas la vie. Fait que moi, ça a été égoïstement, j'ai voulu développer ces valeurs-là pour moi. Le niveau moins égoïste, c'était être en santé pour aider les autres à être mieux après. Et ça, c'était un petit peu moins égoïste, on va dire, mais il n'y a pas d'égoïsme, c'est ça qu'on comprend. Dans cette philosophie-là, de travailler sur soi, c'est pour être capable d'être là pleinement. Ça ne donne rien d'être là à moitié, d'être blessé. Tantôt, quand on disait développer les trois, le courage, la sagesse, la compassion, c'était de neutraliser. Ben moi, c'était pas de neutraliser les aspects négatifs, les poisons. Non. La colère, il a fallu que je l'accepte. J'ai pas voulu l'enlever. C'est elle qui m'a permis de réaliser où j'en étais. Je m'en étais pas rendu compte avant de vous rencontrer, Vincent, que j'étais tant en colère contre la maladie qui m'empêchait de manger, on va dire. Je n'avais pas réalisé. Cette colère-là, je ne l'avais pas juste contre la maladie, je l'avais contre moi. Parce que c'est où que ce démon-là était en dedans de moi. C'est quand j'ai réalisé que j'ai de la colère, oui, mais j'ai le droit aussi de me laisser la chance d'être heureuse, d'avoir le courage puis la sagesse de me dire, je suis un être humain, est-ce que je peux exister malgré que je ne suis pas à 100% un ange et parfaite? Oui, justement, parce que je n'ai pas d'aile dans le dos. C'est là, en travaillant là-dessus, c'est l'année passée que je m'en suis rendu compte, j'ai le droit d'être heureuse. On a tous le droit d'être heureux. Puis si on développe pas ces projets-là, que là, ma vie commence à avoir un sens. Je commence à faire des projets, à m'impliquer dans un organisme humanitaire, à faire le groupe de recherche avec vous, à étudier, à vouloir faire une maîtrise au Japon. Mais tout ça, là, c'est en surface. Parce que même si c'est ce qui me tient à cœur, je t'en envie. Puis au fond de moi, je me suis trouvée, enfin, un petit espoir au fond de moi. Puis Olivier m'avait dit cet été, trouve au fond de toi ce qui est vraiment blessé. Puis je l'ai enfin trouvé, mais c'est pas parce que j'ai cherché, c'est parce que j'ai accepté d'être. Puis c'est là que le courage, la sagesse, la compassion, je pense que si chaque personne les met en œuvre, ils vont se sentir vivants. Puis après ça, si le monde se sent vivant, il y aura plus personne va avoir envie d'être mort et de faire la guerre et mourir. Ça va être plus fort que ça. Ça, c'est mon opinion, mais c'est pour ça que je valorise que chaque personne les aide et ait ses propres défis. Moi, c'est ma partie à moi, ça. Mais ça permet de faire d'autres choses. Chaque personne a son but. Il faut le suivre en développant en développant ces valeurs-là, puis en les renforçant à chaque jour. C'est automatique.
C'est bien, c'est bien. Je pense que là, tu parles vraiment. Alors là, on a une authenticité. Là, vraiment, tu l'incarnes complètement. Je crois que ces trois valeurs-là, ça a été ton cheminement vraiment. Oui. Olivier, comment tu dirais ça, toi? Dans ton projet de vie, bah, il est avancé, ton projet de vie. Le mien aussi, Oh non! on est plus âgé. Je dirais pas qu'on est à la fin, au point de fin du rouleau. Ça ne Ben le ressemble bon! pas. Mais fondamentalement, notre projet de vie est plus avancé, évidemment, que les plus jeunes. Ça va, on espère, en tout cas, que les plus jeunes. Comment est-ce qu'on l'incarne véritablement? Comment tu incarnes ça, toi, Olivier, je dirais? À travers toutes tes actions, tu as développé beaucoup de choses dans les 30 dernières années. Comment tu as le sentiment d'incarner ça aujourd'hui, vraiment, ces qualités-là? Pour commencer par la conclusion, je suis dans une phase de ma vie où, pour moi, ce qui est le plus important à développer, à enseigner, à rechercher, ce sont les relations humaines. Ce sont les liens d'être humain à être humain, l'amour, l'amitié et tout ce qui concerne les liens entre êtres humains. Alors, comment suis-je arrivé à cette conclusion? Et je viens de commencer, en fait, à vraiment mettre l'accent sur la relationnalité, sur les liens. D'où est-ce que ça vient tout ça? Bien, donc, je travaille dans deux domaines un peu différents mais complémentaires. Donc, un des domaines, c'est la musique. Comment peut-on utiliser la musique, la musicalité pour la construction de la paix? Et le but principal, c'est comment la musique peut nous aider à avoir de meilleures relations humaines. Donc, c'est vraiment ça le centre. La deuxième spécialité, c'est donc la citoyenneté mondiale. Et de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est capable de se relier directement et d'une manière le plus intimement possible à des gens qui sont d'autres cultures, d'autres communautés, d'autres religions et qui parfois ont des idées politiques différentes des nôtres. Et parfois, on se trouve dans des réunions avec de gros intérêts financiers, économiques, et on doit essayer de se relier aux adversaires pour trouver une solution commune. Donc, de nouveau, il s'agit de relations humaines. Alors, pourquoi cet accent sur les relations humaines qui, d'après moi, dépendent de mon niveau de courage, de sagesse, de compassion et de ma capacité au dialogue, ma capacité de me relier à l'autre avec respect et avec écoute? Mais c'est simplement, comme l'a dit Vincent, parce que le projet de vie est assez avancé. Donc, quand j'avais votre âge, chers amis, moi, j'ai vécu dans la croissance de l'Union européenne. C'est ça, j'ai été nourri de ça. Donc, l'Europe grandit, la paix augmente, on inclut de plus en plus de pays dans la famille, c'est formidable. Et puis, l'Union soviétique s'écroule, s'arrête, donc il n'y a plus de guerre froide. Les Nations unies ont de plus en plus d'importance. Ça va de mieux en mieux. Et puis, tout d'un coup, vers l'année 2015, d'une manière assez spectaculaire, tout va en marche arrière, tout va en sens inverse. Alors aujourd'hui, on est bien conscient que nous vivons dans un monde où les décisions politiques vont plutôt vers la séparation. Je ne dis pas si je suis pour ou contre, tout le monde a son avis, mais Brexit, c'est quand même un symptôme que l'Union européenne n'est plus en croissance, elle n'est plus ce qu'elle était. Deuxièmement, le changement climatique. Maintenant, on se réveille le matin, on est conscient du changement climatique. Il est là depuis longtemps. Il est là depuis longtemps, mais maintenant, on en est tous conscients. Enfin, je l'espère. On peut s'y opposer, on peut dire que ce n'est pas vrai, mais en tout cas, moi, je suis certain que c'est vrai et j'en suis conscient. Et puis, la pandémie dans laquelle nous sommes, qui continue, qui se développe avec toutes les lettres de l'alphabet grec. Et donc, j'ai eu un moment de panique quand même pendant 1 ou 2 ans, il y a quelques années, quand j'ai vu tous ces développements. Et donc, j'ai dû vraiment réfléchir de manière fondamentale. Qu'est-ce qui compte dans tout ça? Qu'est-ce qui compte dans un monde qui est devenu aussi chaotique et difficile? Et petit à petit, la conclusion, c'est devenu les relations humaines. Donc, mon projet de vie, c'est d'accentuer ma connaissance, ma capacité, quoi que je puisse faire pour faire surgir de plus en plus de courage, sagesse, compassion, de joie, de créativité, pour pouvoir partager avec un maximum de gens autour de moi, par le biais de cette science de la musique pour la paix et cette science de la citoyenneté mondiale.
Donc voilà, le projet est en place, il vient de commencer pour d'abord les 10 prochaines années jusqu'en 2030 et puis encore plus tard. Et une chose dont je me suis rendu compte, c'est que c'est bien de travailler seul. J'ai écrit pas mal de livres tout seul parce que quand on est seul et qu'on a de grandes idées, les autres vous suivent. Je crois que c'est plus vrai du tout. C'est plus vrai du tout. En tout cas, personnellement, je suis complètement dévoué au travail en équipe. Et donc, je ne travaille plus sur la problématique dont nous parlons tout seul. Je travaille avec vous et c'est extraordinaire. Donc voilà, les relations humaines, le travail en équipe qui exige énormément de courage, de sagesse, de compassion, de capacité au dialogue. Voilà, Vincent, mon projet de vie. Déjà bien avancé. Je termine rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à discuter Et Martin encore. aussi et Vincent, pour le savoir pour vous, par contre. Oui. Martin, oui, c'est vrai. Je te lance la balle, Martin. Ton projet de vie, voilà, avant que je conclue, vas-y. Enfin, comment t'intègres ça, comment tu le conçois, je dirais. En ce qui me concerne, mon projet de vie actuellement est essentiellement de l'ordre de la réflexion intellectuelle, je dirais, parce que je suis à l'écriture de ma thèse de doctorat et donc, contrairement à ce que Olivier dit, une thèse de doctorat, ça s'écrit rarement en équipe. Donc, moi, je suis très seul dans mon projet. On peut vous aider. Que je partage avec mon directeur de thèse et quelques collègues. Sinon, je suis seul chez moi et je fais mes recherches. Et bon, je ne dis pas que ce serait toujours comme ça, mais pour simplement spécifier, bon, on s'en parlait la dernière fois qu'on s'est vu. Moi, je travaille sur le numérisme. Le numérisme comme objet religieux. Qu'est-ce que le numérisme? C'est simplement l'hypothétique dimension religieuse du réseau Internet. Donc, au-delà de la formidable machine de communication que tout le monde connaît sur la planète entière maintenant. Mon hypothèse, c'est que derrière ça, il y a une dimension religieuse. Le réseau génère du religieux. Et bon, à travers ça, j'explore cette hypothèse-là, puis ça m'amène à toucher la question nécessairement des valeurs, de la société numérique, du symbolisme, du lien social, quête de sens, tout ça. Et il y a quelque chose qui rejoint les trois valeurs sur lesquelles on réfléchit ensemble actuellement, c'est que s'il y a quelque chose qui est au cœur du réseau virtuel actuellement et dont tout le monde parle, c'est bien le dialogue. Vous voyez, le dialogue dans l'espace virtuel. Qu'est-ce qu'un dialogue fécond? Qu'est-ce qu'un dialogue authentique? Comment réguler le dialogue? Comment s'extirper des dialogues qui sont violents, qui sont blessants, qui sont réducteurs? Alors, et ça ramène à, on pourrait dire, on s'interroge dans la liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression est absolue dans l'univers virtuel? Est-ce qu'on a le droit de dire tout ce qu'on veut, quand on veut, comment on veut? Est-ce qu'on est imputable? Est-ce qu'on peut être imputable de ce qu'on dit? Et là, quand on passe à travers le filtre de ces trois grandes vertus-là, bien, on n'a pas le choix d'en arriver à la conclusion de voir une espèce de besoin de self-control, du dialogue dans l'espace numérique. Vous voyez, donc, c'est un espace qui est encore très jeune à comparer des sociétés qui ont des siècles, des milliers d'années. L'espace virtuel bouillonne, est en espèce de recherche de cohésion, de régulation. Puis là, on est en train de passer au-delà de l'enchantement du numérique. L'enchantement premier du numérique, c'était précisément ça. Tu dis tout ce que tu veux, tu partages de l'information, on contourne la médiation institutionnelle, le Parlement, l'Église, la médecine, l'université, même le marché en quelque sorte. Et puis là, on s'est rendu compte que c'était pas possible. On se collisionnait trop métal sur métal, si je peux m'exprimer comme ça. Et là, on a besoin on fait des réflexions pour trouver quelle institution, quel mécanisme pourrait réguler les dialogues, les échanges dans l'espace religieux. Pas l'espace religieux, pardon, l'espace virtuel, quoique ça peut être un espace religieux. Et puis là, ben, on se rend compte que ça passe d'abord et avant tout par le self-control. Comment respecter la fameuse netiquette, la netiquette, qui est une combinaison entre l'éthique du net. Donc, pas nécessairement vouloir dire tout ce qu'on veut comme on veut, simplement parce qu'on peut se ranger derrière l'anonymat, mais bien faire preuve de respect pour la personne à qui on parle, d'être capable d'assumer nos propos, d'être imputable de nos propos. Alors, quand on y pense un petit peu, là, ça rejoint vraiment la proposition que le docteur Ikeda et bien d'autres ont fait bien avant lui, bien avant l'invention d'Internet. Vous voyez, donc on rejoint tout ça pour dire que l'Internet, ça reste le fruit de l'esprit humain, même si c'est dématérialisé. Il y a une notion de temps qui n'est pas la même, la notion d'espace n'est pas la même, mais ça reste le reflet de l'esprit humain. C'est une virtualisation de notre pensée,
individuelle et collective. Et ce qu'on trouve comme malaise dans le monde actuel, on retrouve comme malaise dans le monde virtuel. Donc, mon projet de vie passe pour l'instant dans cette réflexion-là, développer une conceptualisation, une théorisation qui touche essentiellement la dimension religieuse de tout ça. Ce que j'en plus tard, je ne le sais pas vraiment, mais pour l'instant, pour répondre à votre question, j'en suis là. Et ça m'occupe entièrement. J'imagine. Qu'est-ce qui vous a attiré à la base de ça? Moi, avant de rentrer à l'université, j'étais webmaestre. Je m'occupais j'étais comme concepteur multimédia, si on veut. J'ai fait beaucoup de web, d'assistance au niveau des sites Internet. J'ai vendu du web aussi dans mon expérience professionnelle. J'ai fait un retour à l'université. J'ai fait un bac en sciences politiques. En sciences politiques, je m'intéressais à la question qui touchait à la fois le religieux et le politique. Et puis là, j'ai fait une demande d'admission en maîtrise en sciences des religions en sachant pas du tout de quoi j'allais traiter comme mémoire de maîtrise. Et là, il y a un nouveau cours qui se donnait, Religion et conscience moderne, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et celui qui est mon directeur actuel, le professeur Perrault, venait de démarrer une chaire d'études, la chaire d'études Jeunes et religion, de la faculté de théologie. Et dans cette chaire d'études-là, il y a une dimension religion et numérique. Et là, moi, j'étais un étudiant dans son cours et on jasait, puis j'ai amené tout à coup la dimension du religieux sur Internet, comment les religions se manifestaient sur Internet, dans des applications, dans des sites web, ça. Et là, lui, il m'a contacté tout simplement en disant je démarre une chaire de recherche, on a un volet entier sur religion et numérique, est-ce que ça tente de travailler avec moi? Ben, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit bien sûr. Puis là, bien, en brainstormant, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un volet de la relation entre religion et numérique qui était plus ou moins exploré, qui était le numérisme, c'est-à-dire le numérique comme religieux, plutôt que du numérique véhiculé du religieux véhiculé dans l'espace numérique. Il y a une dimension plus profonde qui touche vraiment à l'expression du religieux aujourd'hui. Et là, je me suis lancé là-dedans, et puis je me suis rendu compte avec lui qu'il y avait tellement de matériel que là, j'ai décidé de diviser mon projet en deux. D'abord, en mémoire de maîtrise, pour faire une revue de la littérature complète, les grands concepts, tout ça. Aborder la question d'un point de vue un peu plus, je dirais, explicite. C'est-à-dire, mon défi, c'était de trouver des gens qui disent « Oui, Internet, c'est ma religion. L'intelligence artificielle, c'est mon Dieu. » J'en ai trouvé, je les ai répertoriés, j'ai étudié leurs propos, leur philosophie. Puis, rendu au doctorat, là, je me suis interrogé avec mon directeur. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une dimension plus implicite de tout ça qui nous touche un peu tout le monde, sans qu'il y ait l'aspect confessant, qu'on aille jusque-là, mais qu'on soit un peu là quand même, un peu tout le monde, sans le savoir. Donc, on a vraiment développé du lien social, de la quête de sens, de la régulation avec le réseau Internet. Puis on est tellement dedans dans ce paradigme-là, un peu comme des poissons dans l'eau, on ne s'en rend pas nécessairement compte. Là. Donc là, il faut prendre un espace de recul, être capable de s'extirper de tout ça. C'est mon défi actuellement. Là. Vous avez fait confiance. Vous avez fait confiance à la vie, puis c'est arrivé. Ben, Voilà. et avec un esprit de recherche vraiment très marqué, en tout cas. Là où Oui. Olivier. Oui, ben, je voudrais prendre la balle au bon de Martin. Et je voudrais simplement une question. La question elle-même est très courte, très, très simple, mais la préparation à la question va être un petit peu longue. Je suis désolé. Je vous prends 5 minutes. Donc, ce que je voulais faire, c'est un petit peu associer les deux projets de vie, celui de Martin et le mien. Alors, mon projet de vie, c'est donc de partager le maximum les 3 vertus, la transformation intérieure, comment se transformer soi-même par le biais de réseaux et de recherche et d'actions où on utilise la musique pour les activités sur la paix et on développe une citoyenneté mondiale. Et donc, ces deux activités se concernent énormément de contacts humains, de recherche ensemble et d'actions quotidiennes qui n'impliquent pas nécessairement le numérique. Malgré tout, aujourd'hui, j'utilise le numérique tout le temps. Toutes mes conférences, toutes mes recherches, des groupes de discussion comme celui-ci dépendent du numérique et utilisent le numérique. Alors, on passe maintenant à cette idée de mécanisme pour réguler les dialogues dans le numérique. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, personnellement, j'espère, je ne sais pas, je viens d'y penser, j'espère être le genre de personne qui fait des efforts
constamment, le mécanisme pour réguler mon attitude est à l'intérieur. Je fais des efforts de transformation intérieure tous les jours, tout le temps, et donc, par conséquent, j'espère que mes dialogues sur l'Internet conduisent à plus de joie, plus de solidarité. Alors, la question, c'est, est-ce que ça suffit? Est-ce que si tous les gens qui utilisent l'Internet et qui sont déjà prêts à faire des efforts sur eux-mêmes et à utiliser donc, les moyens de communication modernes de manière humaine et compassionnée, ça va aller comme ça? Ou est-ce qu'il faut un effort concerté? Est-ce que nous avons besoin de comités éthiques qui, de manière vraiment très décisive, on peut pas dire imposer, mais ont des stratégies pour inspirer le maximum de gens à développer leur courage, leur sagesse, leur compassion dans les dialogues Internet. Voilà, donc ça c'est la question. On ne peut pas y répondre complètement aujourd'hui. J'espère que ce sera peut-être un sujet pour une autre conférence. Mais est-ce que ça suffit que les gens de bonne volonté, je dirais, soient eux aussi sur Internet, ou bien est-ce qu'il faut organiser d'une manière bien stratégique des moyens de lancer sur le réseau, de lancer cette idée de transformation intérieure et de contrôle de soi. Parce que ce sont deux choses différentes. Le contrôle de soi, le principe régulateur est dans l'individu. Alors, comment mettre ça dans un mécanisme? Voilà. Est-ce que je suis sûr que vous avez déjà pensé, mais vous n'êtes pas obligé de répondre complètement, mais un petit élément de réponse, ça nous ferait plaisir. Une gouvernance morale. Est-ce que, alors là, à ce moment-là, parce que j'ai l'impression qu'Olivier me fournit un ton, j'irais, pour articuler pour la suite. C'est vraiment l'interrogation suivante est reliée directement à ça. Je vous la lis, vous allez voir à quel point c'est relié, à quel point, Odessa? Non, c'est correct. Je pensais que Bon, tout le monde est là. J'embraye là-dessus, par rapport à ce que vient de dire Olivier, par rapport à ce qu'a développé Martin précédemment. Je lis. Daisaku Ikeda explique, c'est le caractère de chaque individu qui est le facteur décisif pour changer. C'est lourd de conséquences. Hein. C'est le caractère de chaque individu qui est le facteur décisif pour changer le monde. Et la capacité de chaque individu à se transformer personnellement est ce qui détermine la qualité de toute transformation. Donc vraiment, l'individu, centre du cosmos, avec ses capacités à se transformer, sa détermination intérieure, son humanité, la qualité de son humanité, c'est ça qui devient déterminant. Il s'en explique. Hein. Je relis. C'est le caractère de chaque individu qui est le facteur décisif pour changer le monde, rien que ça, et la capacité de chaque individu à se transformer personnellement est ce qui détermine la qualité de toute transformation. Question, à partir de là, une question surgit, comment les vertus que comportent les trois valeurs, vertu, valeur, sagesse, courage et compassion, peuvent-elles, selon vous, répondre aux deux affirmations précédentes du docteur Ikeda? Comment est-ce que la transformation de l'individu, la qualité, l'humanité de l'individu peut être à l'origine de toutes les transformations? C'est-à-dire, il ne s'agit pas de considérer quelque chose d'extérieur, des valeurs abstraites, ou des concepts abstraits, dire le XXe siècle a débordé de concepts abstraits sans transformation de l'individu, et ça nous a conduit à ce qu'on connaît, c'est-à-dire un siècle extrêmement violent qui termine par une violence emblématique qui s'appelle l'armement atomique. Hein, ça, c'est la forme vraiment la plus... Alors vraiment, c'est le caractère de chaque individu. Comment ces trois vertus-là peuvent-elles nous transformer véritablement et faire de nous des individus à une humanité pleinement développée pour nous, pour les autres? C'est à moi de répondre. Martin, si tu te sens inspiré, plonge dans le bassin. Ben pour répondre à la première question d'Olivier et de faire suite, m'inscrire dans ce que vous venez de dire, Vincent, bon, il faut distinguer la part de l'utopique du politique. D'accord? OK. C'est sûr que si chacun était parfaitement capable, tout le monde était des saints et des saintes, tout le monde était parfaitement capable de se contrôler, son discours, son attitude avait parfaitement intégré les trois vertus,
la société serait le reflet parfait de ça. Là. Il n'y aurait pas besoin d'avoir des institutions qui nous tiennent en respect les uns par rapport aux autres, le monopole de la violence légitime, la modération. Bon. Alors, ça reste quand même une interrogation qui est fondamentale pour ce qui concerne l'avenir du numérique, parce que là, oui, il y a une part qui revient à chaque individu, mais le numérique, il ne faut pas l'oublier, c'est un espace, l'espace virtuel, c'est un espace qui est encore privé. Hein. C'est des géants qui se séparent l'espace numérique, les fameux GAFA, entre autres, et qui, quand on dialogue à travers leurs outils qui nous proposent, leurs plateformes, c'est des entreprises privées. Hein. Ils ne doivent rien d'autre à qui que ce soit qu'à eux-mêmes, puis à leurs actionnaires. Donc, ce sont eux qui décident des valeurs à adopter sur leur plateforme. Alors, quand on s'inscrit sur une plateforme, on a quelque chose où on dit oui, j'accepte, puis ça ne finit plus. Il faut lire tout l'engagement à lequel on prend, tout ça, puis on ne prend jamais le temps de lire ça. On fait juste Non, c'est ça. Mais c'est des chartes qui sont privées. Et ce n'est pas nécessairement les mêmes chartes entre Facebook, Google, Amazon, etc. Même des forums privés, des forums plus petits, des blogs, tout ça. Donc, oui, à la part de chaque individu, mais il y a dedans aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des géants qui fonctionnent sous un modèle économique qui nous demande d'être polis puis de faire attention les uns par rapport aux autres, mais qui profitent aussi d'une espèce de bouillonnement d'interaction qui est plutôt non régulé. Là. Je veux dire, plus la liberté est permise, plus on peut susciter des conversations, plus on peut proposer des choses. Donc, si l'humain commence à faire défaut, on commence à se blesser les uns les autres, puis il commence à réguler, toujours plus réguler, toujours plus réguler. Alors là, qu'est-ce qui arrive? On crie à la censure. On dit là, ces grands géants-là nous censurent maintenant. Ils décident ce qu'on peut dire. Il y a quelqu'un quelque part, qui a un modérateur, qui a un pouvoir absolu de supprimer mon commentaire s'il décide que ça ne respecte pas les normes. Ils nous soumettent des algorithmes qui nous proposent des produits. Donc là, on se dit, ben, elle est où la part de la liberté là-dedans? Puis elle est où ma part d'autogestion là-dedans? Alors là, on a un univers, comme j'expliquais tout à l'heure, qui est en collision permanente actuellement. Et on a des propositions qui sont faites par ces entités-là, mais qui tiennent absolument à garder leur autonomie. Quand on voit un Mark Zuckerberg témoigner devant le Congrès américain, suite au scandale de la vente des données, l'élection de Trump, tout ça, bon, je ne sais pas si vous avez vu cet entretien-là, mais c'était hallucinant. Là. On avait quelqu'un qui est Mark Zuckerberg, qui ne vit que pour sa création dans l'univers virtuel, puis que lui est déjà dans le métavers, okay, qui est complètement ailleurs, puis que là, il témoignait devant des personnes d'un certain âge, des sénateurs, des hommes et des femmes politiques, auxquels il devait expliquer le b.a.-ba du réseautage social et comment ça fonctionne Internet. C'était tout à fait hallucinant. Là. Donc, on voit qu'il y a un clash monumental entre les deux. Comment ça va se résoudre? Je ne le sais pas. Je ne suis pas versé dans la futurologie tant que ça, mais il y a un indice qui est très intéressant que j'ai étudié à travers l'écriture de mon mémoire et de ma thèse. C'est Mark Zuckerberg, justement, qui a fait un congrès devant ce que lui considère être les administrateurs les plus performants des communautés Facebook. Okay, donc, il y a des membres, vous connaissez tous qu'est-ce que c'est qu'une communauté Facebook. Je ne sais pas, les amis des pigeons, des personnes qui partagent une même vision, une même idéologie, tout ça. Et puis là, lui, il a choisi de faire un congrès pour inviter les administrateurs de ces pages-là. Et là, il leur a dit, il a pris un discours, il a pris un format vraiment religieux. Ce qu'il a dit, c'est que devant le vide, devant la désaffection de la pratique religieuse aujourd'hui, il a dit que ce sont les communautés numériques qui remplissent ce vide-là. Et puis là, il a été très, très spécifique. Il a dit, vous, là, les administrateurs de ces communautés-là, là, vous êtes les nouveaux pasteurs d'aujourd'hui. Vous êtes les nouveaux pasteurs de vos groupes. Parce que ces gens-là, quand ils ont besoin d'aide, qui viennent vous voir? Qui vont voir? C'est vous. C'est vous qui décidez ce qui se dit, ce qui ne se dit pas. C'est vous qui êtes les garants de la paix dans votre groupe. Vous êtes le soutien premier de ces gens-là. Alors là, on voit que Mark Zuckerberg lui-même est dans une dimension religieuse pour son produit. Vous voyez, il veut que ça crée du lien social, du sens. Il veut sacraliser cette approche-là.
Donc, est-ce qu'il en est conscient? Moi, je rêverais d'avoir une entrevue avec Mark Zuckerberg pour savoir est-ce qu'il le fait de manière volontaire ou c'est tout à fait inconscient. Et tu pourrais lui parler des 3 vertus de sagesse, courage, compassion, si tu as l'occasion de le rencontrer. Comment est-ce que lui voit ça Et à travers le développement de sa plateforme? a-t-il le sentiment de développer un lien d'humanité, etc., etc. Je reprends la question que je prenais précédemment. Ces 3 vertus-là, comment est-ce qu'elles peuvent, selon vous, répondre aux 2 affirmations précédentes? Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire comment la détermination de quelqu'un à développer son humanité et à se comporter avec humanité, le docteur Ikeda en parle, il dit c'est le facteur décisif pour changer le monde. C'est-à-dire partir de l'individu de l'intérieur et qui ensuite va se projeter vers l'extérieur, je dirais s'illuminer, au sens beau du terme évidemment, de l'intérieur et être capable de projeter cette lumière à l'extérieur. Comment est-ce que ces qualités-là, alors spirituelles, religieuses, ça tourne, notre discussion évoluait autour de ça précédemment, là c'est vraiment une transformation existentielle. On va appeler ça, le docteur Urbain en parle dans son livre en parlant de révolution humaine proprement dit, et ça fera ma question suivante, mon interrogation suivante, je peux vous la livrer maintenant peut-être, hein, c'est comment la transformation profonde d'un individu, appelé révolution humaine, concept que vous évoquez fréquemment dans votre ouvrage, la question s'adresserait plus directement à Olivier, comment ce concept peut-elle impacter fortement son environnement? Comment la transformation de l'intérieur peut-elle véritablement ouvrir cet extérieur, ouverture intérieure, c'est une cause interne, et qui produirait un effet manifeste dans l'environnement. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Docteur Urbain, comment la transformation profonde d'un individu, appelée révolution humaine, concept que vous évoquez fréquemment dans votre ouvrage, peut-elle impacter fortement son environnement? Ah, formidable. Très bonne question. Je vais prendre 3 exemples historiques, quelques exemples historiques. Pensons à Nelson Mandela et le fait qu'il a d'abord subi une transformation intérieure extraordinaire avant de devenir donc le responsable donc, de la libération de l'Afrique du Sud. Le docteur Martin Luther King aussi a dû d'abord se transformer intérieurement pour être vraiment absolument convaincu du pouvoir de la non-violence pour devenir quelqu'un qui a réussi à transformer l'histoire des droits civils aux États-Unis. Gandhi aussi, Wangari Maathai, Ellis Boulding. Enfin, donc, tous ces êtres humains qui ont motivé des millions d'autres personnes à opérer ensemble des changements assez extraordinaires. D'après mon analyse, ils sont tous partis d'une transformation intérieure. Et donc, dans un certain sens, c'est une bonne nouvelle parce que si on pense à ce que nous voulons changer dans le monde, on voudrait que le coronavirus s'arrête immédiatement, qu'on puisse voyager, qu'on puisse vivre sans masque. On le voudrait, mais ça n'arrive pas. Le coronavirus, il continue. On voudrait arrêter les changements climatiques, on voudrait arrêter les guerres, la violence, mais on est conscient, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, on doit s'organiser, on a besoin de mobiliser des milliers, des dizaines de milliers, des millions de gens pour pouvoir opérer de tels changements. Mais pour pouvoir justement motiver un nombre aussi important de personnes, on a intérêt à être prêt soi-même. Et ce qui attire les gens, c'est justement quelqu'un qui est absolument rayonnant, qui est vibrant, d'un courage, d'une sagesse, d'une compassion extraordinaire, tels que Nelson Mandela, Martin Luther King, Gandhi, Ellis Boulding ou Wangari Maathai et bien d'autres. Et donc, comment ont-ils fait pour changer le monde en motivant des millions de personnes? Ils se sont d'abord changés eux-mêmes. Donc ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, parce que quelle que soit la grandeur du projet, la dimension du projet que nous avons en tant que citoyens mondiaux qui voulons changer le monde, ça doit commencer par nous-mêmes de toute façon. Donc, si on veut, c'est un peu comme une toile d'araignée, comme un tissage. Si on prend un petit bout et qu'on commence à le secouer, toute la toile va vibrer. Et donc, notre réseau personnel
nos connaissances, nos amis, les gens autour de nous, les gens que nous touchons par nos messages sur Internet, ou bien les gens que nous allons visiter, ou les gens que nous rencontrons dans les magasins. Tout ça, c'est notre toile d'araignée, dans un sens très positif, c'est notre réseau. Et évidemment, il vibre dans tous les sens, tout le monde y touche, mais nous aussi. Et donc, je crois que ce qui est important, c'est de prendre une responsabilité totale pour notre petit bout, le bout que nous tenons, et se rendre compte que ça dépend de nous, de nos qualités intérieures, de notre niveau d'espoir et de joie que nous pouvons dégager, pour pouvoir faire vibrer tout ça dans le sens où nous voulons. Donc, pour répondre à la question, voilà comment je vois l'articulation entre la révolution intérieure, la révolution humaine qui se fait dans le cerveau, dans le corps d'un seul individu, et l'environnement. Le lien entre les deux, c'est toutes les formes de communication, de contact, y compris, bien sûr, le dialogue, qui font le pont entre la vibration intérieure et le changement extérieur. Voilà. Est-ce que c'était bien ça la question, Vincent? Tout à fait, tout à fait. Et je renchérirais, je vous cite alors là vraiment parce qu'elle est vraiment très éclairante, très articulée par rapport à ce que tu viens de développer, Olivier. Dr Ikeda toujours, c'est dans l'océan du dialogue qu'une personne peut manifester réellement son humanité, c'est-à-dire l'ouverture. Le dialogue, c'est ouverture, sortir du petit soi, du petit ego pour aller vers le grand soi. Et ensuite, il termine en disant, le dialogue est un défi épique qui nécessite d'abord de se changer soi-même plutôt que d'essayer de changer les autres. Donc là, on a une perspective, là, je dirais, au départ. On a une confiance en soi, je dirais. Il y a appelons-le comme on voudra, une foi, une confiance, je dirais, et une intelligence, un éveil, de comprendre qu'effectivement, la cause interne, la transformation intérieure va ouvrir quelque chose à l'extérieur de façon potentiellement tout à fait magistral. Ce qu'incarne un espoir, véritablement, c'est le pouvoir de la vie d'une seule personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui décide fondamentalement de se changer, d'effectuer cette révolution humaine, il va la projeter très naturellement dans son environnement et ça décuple son pouvoir, son influence. Autant quelqu'un d'éminemment négatif peut empoisonner tout son environnement, on en a toute une série d'exemples historiques, autant quelqu'un qui décide de développer cette lumière-là et de la projeter, je dirais, découvre par la force des choses, je dirais, le pouvoir de son existence. Et ça, effectivement, ça rend tout à fait optimiste, ça donne une vitalité extraordinaire, créativité et vitalité. Donc, cette transformation intérieure a beaucoup plus d'impact. Ça peut paraître très, très abstrait, je dirais, mais véritablement, cette capacité à transformer l'environnement par notre attitude, développer ce que Olivier nommait tout à l'heure, sagesse, courage et compassion, de se l'incarner, de décider de l'incarner, véritablement. En d'autres termes, si je comprends bien, la transformation intérieure, ce qu'est la révolution humaine, constitue le point de départ, mais elle est impossible sans dialogue. Puis le dialogue, c'est l'outil qui permet d'ouvrir notre monde intérieur vers le monde extérieur et d'agir sur le monde, si je comprends bien. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le dialogue, il est stratégique dans la vision du Dr Ikeda. Le dialogue est raison pour laquelle citoyenneté globale, dialogue et paix, alors ça fait partie de la chaîne causale. Le dialogue, c'est le joint stratégique, c'est le lieu stratégique d'ouverture, de volonté de comprendre. Il y a toute une série de citations, je ne vous les lirai pas maintenant, mais toute une série de réflexions du Dr Ikeda sur les vertus, la propriété du dialogue comme outil stratégique pour ouvrir sa vie et ouvrir la vie de la personne qui est devant nous, et de ce fait-là, créer compréhension, je dirais, et harmonie, je dirais, de façon très claire. On parlait avec Olivier, justement, qu'on n'avait pas besoin d'être deux pour faire un dialogue, puis que le dialogue, c'est pas dualogue. Puis finalement, que le dialogue avec soi-même peut être un point de départ de notre transformation intérieure, si je me souviens bien. C'est notre qualité de nature, là, finalement. Tout à fait, tout à fait. Absolument. Odessa. Non, mais c'est ça que c'est justement, c'est pas juste stratégique au niveau, c'est au-delà de la stratégie. Moi, tout ce que j'ai compris aussi dans le livre d'Olivier, c'est que c'est au-delà. Ikeda l'utilise stratégiquement parlant parce que c'est positif, c'est une stratégie vers la paix, c'est pas une stratégie négative. Mais j'ai l'impression qu'au-delà d'une stratégie, c'est juste essentiel. C'est même plus au-delà de penser à le mettre en fonction, c'est même plus au-delà de la rationalité. Le dialogue, c'est juste essentiel. It's not about to win an argument, qu'il dit. C'est ça.
Ben, c'est ça. Puis, tu sais, ça aussi, tout ce qu'on parlait, là, des points de départ, du dialogue, de se transformer intérieurement, ça me fait penser beaucoup à ce qu'Ébed, justement. Lui, justement, Ébed, toi, tu veux faire des changements dans l'IT. Fait qu'est-ce que tu fais pour la première étape, là, c'est que tu as décidé de t'impliquer dans un projet qui t'implique profondément comme personne pour après être capable d'aider, pas changer les autres, mais d'apporter ce que tu as appris, toi, aux autres. Juste ajouter, en fait, le docteur Ikeda, pour ce qui est du dialogue, en fait, pour lui, c'est vraiment c'est ce moyen qui permet de franchir les barrières. En fait, les barrières qui, en fait, une fois que les barrières une fois qu'on arrive à franchir les barrières, ça permet, en fait, de rassembler les gens et autour d'un projet commun. Donc, c'est ce que je veux, par exemple, pour Haïti, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a comme projet commun? Mais il faut absolument ça doit passer absolument par un rassemblement de tous les gens. Bon, c'est sûr qu'il y a bien sûr, comme le docteur Ikeda, donc là, en fait, le schématise, donc il y a bien évidemment des principes, il y a des principes à quand même observer, mais par contre, tout le monde peut participer au dialogue, mais il faut avoir également le courage, par exemple, de dire, par exemple, à certaines personnes, oui, vous avez le droit d'y participer, mais par contre, il faut rappeler à ces gens-là, par exemple, leur mauvaise politique, c'est-à-dire leur mauvaise gestion quand ils étaient au pouvoir, des choses comme ça. Donc, c'est quand même très important de le mentionner. Oui, il faut apprendre de ces gens-là pour qu'on puisse vraiment, on puisse vraiment leur faire comprendre que oui, le dialogue, c'est pour tout le monde, mais par contre, il va y avoir des règles à respecter dans tout ça. Donc, c'est bon ce que tu dis, Hébert, les règles, là, c'est vrai dans le sens, on s'en rend compte juste là ce soir dans notre dialogue à nous, dans notre syncalogue. C'est facile d'avoir des idées qui vont partout, c'est dur. Puis notre responsabilité, nous, dans ces dialogues-là, c'est de rester humain, puis de comprendre les autres. Tu sais, à soir, c'est le fun parce qu'on voit chaque personne vraiment ce qu'elle ressent puis ce qu'elle vit. Puis c'est ça le dialogue. C'est pas juste de. Il faut respecter quand même une certaine structure. Hein? Si tout le monde se met à dire tout en même temps ou à partir sur parler de l'hiver, maintenant. Ce que je veux dire, c'est que c'est facile de dériver dans un dialogue, mais c'est le fun. Parce que quand on est fondamentalement qu'on a de l'amour pour les gens avec qui on parle ou simplement de l'acceptance. Mais moi, je vous aime, mais je veux dire, je pourrais parler avec un inconnu, je ne le connais pas. Mais c'est logique. On peut couper ça, ce bout-là. Mais ce que je voulais dire avec ça, c'est justement, il faut des règles de base quand même dans un dialogue, mais des règles humaines. C'est là les valeurs, je pense, qui peuvent venir en compte. C'est pour ça que c'est influencé. Parce que la compassion, la sagesse, ça nous permet d'être vraiment à 100% dans un dialogue et de pas genre, il faut respecter les règles de communication, mais on peut vraiment couper ce bout-là. Je sais pas, j'ai voulu dire quelque chose, mais c'était vraiment pas clair. Vincent emploie souvent l'expression du dialogue de sourds. N'y a-t-il pas de pire sourd? Comment vous dites, Vincent? Alors, il n'est de pire sourd que celui qui ne veut entendre. Et voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui est fermé, quelqu'un dont la vie est fermée, il n'est de pire sourd que celui qui ne veut entendre. Ça, c'est vraiment, c'est un hymne à la détermination humaine de ne surtout pas s'ouvrir. Un mauvais hymne, mais c'est un hymne tout de même. Jean-Bray, oui? Je veux juste clarifier ma pensée. En fait, là, c'est que c'est vraiment pas facile le dialogue. C'est juste ça que je veux dire. C'est vraiment pas facile parce qu'on est tous différents. Mais c'est quand on accepte d'avoir des points communs que là, le dialogue va quelque part. Mais il faut les travailler pour aller quelque part ensemble. C'est ça que je trouve beau, justement. Ça donne une force de plus au projet, une communauté ensemble. C'est ça que je voulais dire. Mais c'est pas facile, mais il faut du courage pour le faire. Tout à fait. Juste petite inspiration de passage. Docteur Ikeda là-dessus. Le dialogue, c'est un effort laborieux et persistant pour éliminer tous les obstacles qui obscurcissent notre humanité commune. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant comme point de départ, hein, véritablement. Olivier. Oui, donc, j'ai trouvé très intéressant dans le passage qu'avait cité Vincent au début de cette partie-là de la session, président Ikeda qui propose qu'il faut d'abord se changer soi-même pour changer les autres. Et donc, ça veut dire que pour pouvoir changer les autres, il faut d'abord se changer soi-même. Mais la véritable question ici, c'est est-ce qu'on peut changer quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il est possible de changer quelqu'un d'autre? Je dirais non, c'est impossible. Alors, je développe un peu et pour voir ce que vous en pensez. Je voudrais poser la proposition que le changement personnel est une décision personnelle. Que quelqu'un qui décide de changer d'avis, changer d'attitude, c'est quelque chose qui a été décidé
intimement, personnellement. Parfois, ce n'est pas une décision consciente. Parfois, l'influence de l'extérieur de l'autre est tellement forte qu'on se sent emporté et on prend une décision dans ce sens-là. Mais quand même, il y a un mécanisme personnel qui se fait. Ça veut dire que la proposition de changer l'autre est absolument impossible parce que l'autre ne changera pas à moins qu'il le décide quelque part. Donc, pendant plusieurs décennies, je crois, quand j'étais très jeune, je voulais changer le monde en changeant tout le monde. Et je me suis rendu compte à un certain moment que c'était absolument impossible. Et donc, que faire? Qu'est-ce que ça veut dire en fait que pour pouvoir changer les autres, il faut se changer soi-même? Je crois qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que pour encourager, influencer, inspirer d'autres personnes à prendre une décision personnelle délibérée, à se changer dans une certaine direction, il faut d'abord se changer soi-même pour avoir un tel impact. Autrement dit, ce que nous pouvons faire, et là on peut en prendre la responsabilité totale, c'est ce qu'on appelle montrer l'exemple. Donc, si je voudrais que telle personne, par exemple, Madame un tel, oh, qu'est-ce que le monde serait bien si elle avait beaucoup plus de courage, de sagesse, de compassion. Je peux aller lui dire, écoute, il faut que tu changes, il faut que tu deviennes quelqu'un de plus sympathique. Ça ne marchera certainement pas, à moins qu'elle le décide. Si je me comporte vis-à-vis de cette personne avec ce que j'essaie de prêcher, si je la traite avec énormément de courage, de sagesse, de compassion, il y a une petite chance qu'elle sera inspirée et qu'elle décidera à un moment ou l'autre de faire la même chose. Donc, cette proposition du Dr Ikeda qu'il faut se changer soi-même pour changer les autres, c'est correct et ça implique énormément d'étapes intermédiaires. Personnellement, j'ai abandonné l'idée de changer qui que ce soit. C'est un petit peu radical, mais je n'ai pas l'intention de changer qui que ce soit. Par contre, j'ai l'intention de montrer un exemple toute ma vie et peut-être qu'un jour ou l'autre, quelqu'un sera inspiré. Et bien sûr, je me laisse inspirer par les autres aussi de la manière la plus positive. Voilà. Mais Olivier, j'embraye là-dessus. Ça va plus. Enfin, je pense c'est plus. Faut être plus optimiste que ça encore. Ne pas seulement espérer. Je le reprends, mais ça c'est juste. C'est vraiment. C'est très simple. C'est très juste. Dr Ikeda vous le dit. N'oubliez jamais que votre attitude influence tout le monde autour de vous. Alors ça peut paraître extrêmement abstrait. N'oubliez jamais que votre attitude influence tout le monde autour de vous. On est capable de le constater, hein, véritablement. Quand il y a, par exemple, simplement quand il y a une tension, quand quelqu'un a besoin d'exprimer quelque chose et qu'on se met dans une position d'écoute, on produit un effet, on produit un impact, on libère quelque part la personne et la personne souvent sera étonnée par notre attitude. On lui fait de l'espace, véritablement. On ne cherche pas à renchérir, on cherche pas. On a une attitude d'humanité qui, par définition, est apaisante. Quand on manifeste notre humanité, on apaise notre environnement. Donc, on peut avoir beaucoup plus d'influence qu'on le pense véritablement si on a vraiment cet élan de vie, si on a vraiment cette envie d'inspirer, si on a vraiment envie de connecter avec joie avec les autres. Proprement dit, moi je le sais. Bon, en enseignant, je dirais, on est quand même bien placé pour ça. Quand on est avec un bassin de jeunes, on le constate à ce moment-là. On n'est pas la vieille personne qui pontifie, etc. On est quelqu'un qui vit sa vie avec un élan, avec une fraîcheur, une jeunesse, quelque chose de juvénile vraiment. Et les jeunes ne demandent que ça, je dirais notamment. Bon, donc on est capable. N'oubliez jamais que votre attitude influence tout le monde autour de vous. Hein, si on est ouvert, on crée de l'ouverture. Et le pouvoir d'une vie, ça c'est drôlement encourageant. Le pouvoir d'une vie est beaucoup plus important qu'on peut le penser, beaucoup plus qu'on peut le penser au départ. Et ça ça rend très très optimiste, je dirais, dans la réalité des choses. C'est qu'on change notre propre perception des autres. Nous, on les voit plus pareil, fait qu'on n'agit plus pareil. Tu sais, moi, je suis avec les deux à 100%. Je pense que les deux, vous avez dit des choses complémentaires, justement. On ne peut pas les changer, mais on peut voir autrement. Tout à fait. Je pense au ça. Donc, en fait, ce que le docteur Ikeda veut nous dire, en fait, c'est que la transformation personnelle, c'est une puissance. En fait, pour expliquer cette puissance, quelqu'un qui se transforme, qui s'améliore, qui arrive vraiment à se transformer, à s'améliorer. Donc, en fait, sa transformation permet d'influencer en fait sa communauté. Sa transformation permet d'influencer les membres de sa famille. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire, dans ma famille, si j'ai un très bon comportement, si je me comporte toujours très bien, donc je peux influencer soit mon épouse ou du moins mon fils et autres. C'est pareil. Donc, dans ma communauté, si donc, je suis un modèle
pour l'ensemble de la communauté, c'est sûr que les enfants, les jeunes, les adultes, donc ils pourraient certainement me suivre. Donc, c'est cette puissance-là. Donc, plus la personne est influente, plus il est capable vraiment d'étendre son influence sur l'ensemble de la société. Donc, pas pour faire du mal à la société, mais vraiment pour permettre à chaque autre personne de la société donc de devenir aussi influent que lui. Donc, c'est un peu ça. Donc. Quand on pourrait dire, quand on manifeste notre humanité, on réveille l'humanité des autres, je dirais. Quand on manifeste notre animalité, on réveille l'animalité. Je dirais cause-effet. La loi de causalité est très rigoureuse, je dirais, à cet égard, autant dans le positif que dans le négatif, proprement dit. Voici, voilà. Est-ce qu'on avance toujours dans cette, on aborde, on vient tout juste d'aborder, de rentrer de plein pied dans le volet du dialogue, proprement dit. Je vous donne simplement une réflexion, Olivier, une réflexion d'Olivier qu'on trouve à un moment donné. La transformation intérieure constitue le point de départ, mais la personne la plus courageuse, sage et compassionnée ne peut contribuer pleinement à la paix sans le recours au dialogue. C'est-à-dire, ça désigne carrément le dialogue comme étant l'outil stratégique vraiment compris comme étant celui d'une ouverture envers les autres. Nous sommes humains, nous avons la parole, nous avons donc la capacité à dialoguer, à nous ouvrir et à créer de l'ouverture. Vraiment. Comment peut-on expliquer cette affirmation? La transformation intérieure constitue le point de départ, mais la personne la plus courageuse, sage et compassionnée ne peut contribuer pleinement à la paix sans le recours au dialogue. En quoi le dialogue est-il stratégique? En quoi c'est-il l'outil d'ouverture, de libération? Ça te donne quoi de changer si on n'en parle jamais à personne puis qu'on reste tout seul? On vit en société, puis si on change, on a beau faire plein d'efforts. Puis moi, comme je sais qu'on a parlé du dialogue avec les mots souvent, moi, je le vois autrement. Le dialogue, je le vois, pas autrement, mais je le vois encore plus, les regards, les gestes, l'attitude, comme on vient de parler, comme vous venez tous de dire, mais je pense que ça donne absolument la base. C'est bien d'être une bonne personne, mais si on vit dans une société et qu'on a fait profiter personne, je pourrais être une bonne personne dans le fin fond d'une forêt perdue, puis personne ne le saurait, ça ne changerait rien. Fait que je pense que le but, c'est pas d'influencer, mais d'amener quelque chose de plus au monde, de se donner soi-même au monde. Peut-être. Puis le dialogue, c'est là que je pense que ça sert à faire ça, à les mettre en action. Les vertus du dialogue. Je voudrais mettre le passage en contexte. Donc, ce passage est dans le livre et c'est un livre qui articule les relations entre transformation intérieure, dialogue en tant que tel et citoyenneté mondiale. Donc, dans ce contexte où il n'y a que trois concepts avec lesquels on travaille, je dis donc que à partir de la transformation intérieure, si on veut aller jusqu'à la citoyenneté mondiale et au changement du monde, on doit passer par le dialogue. Okay. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que le dialogue qui puisse le faire. Donc, simplement ouvrir une petite parenthèse. Par exemple, par la musique, qui n'est pas le dialogos, ce n'est pas rationnel et utilisant le langage, c'est utilisant les sons, les vibrations, les harmonies. Par la musique, on peut très bien aussi faire passer un message qui ouvre de la transformation intérieure à un changement plus élaboré, qui inclut plus de gens, et on peut toucher en fait énormément de gens par les sons musicaux ou par le langage corporel, comme nous dit Odessa, ou par la peinture, ou par simplement le comportement quotidien qui n'implique pas l'utilisation des mots. Mais revenons donc à notre sujet. Nous parlons de transformation intérieure, dialogue et citoyenneté mondiale. Donc, dans notre contexte, on se concentre sur le dialogue. Ça ne veut pas dire que c'est le seul, mais concentrons-nous sur le dialogue. Voilà, je voulais simplement ouvrir cette parenthèse. Allons-y. Le dialogue comme lien entre la magie et la beauté d'une transformation intérieure et la citoyenneté mondiale et le changement du monde. Mm-hmm. Tout à fait. Je reprends à partir de là, on peut progresser, je dirais, avec l'interrogation suivante à ce moment-là. Olivier, tu cites à un moment donné, un autre passage, Dr Ikeda, que tu cites, tous les êtres humains, quel que soit leur cheminement, leur statut social expérimentent les 4 souffrances que sont naissance, vieillissement, maladie et mort.
quand nous engageons un dialogue, nous devons garder à l'esprit que toute personne, inévitablement, fait face à ses souffrances. Si nous faisons cela, nous pouvons communiquer avec tout le monde. Ça, c'est une réflexion lourde de sens qu'émet le docteur Ikeda à un moment donné. Vraiment, la conscience que l'être humain devant nous est sujet aux 4 souffrances, proprement dit, et qu'il va vers une finitude avec tout ce que ça implique, je dirais, comme le caractère dramatique de la vie, dans le bon sens du terme dramatique, le caractère de gravité, je dirais, qu'a une existence, proprement dit. Et de ne jamais perdre de vue cette humanité de l'autre à ce moment-là. Et le docteur Ikeda l'explique, si on est profondément pénétré, si on a la compréhension profonde, sensible de cette réalité-là, on est capable de toucher l'autre, on est capable d'aller chercher son humanité. Et cette humanité ne demande qu'à raisonner. Si elle ne résonne pas, c'est parce qu'on a créé de la fermeture, de la froideur. S'il y a une chaleur, quelqu'un disait à un moment donné, c'est une formule très poétique, les êtres humains sont des fleurs. Si vous émettez de la froidure, elles vont se refermer. Si vous émettez de la chaleur du cœur, elles vont très naturellement s'ouvrir. Bon, ça peut paraître très idéalisé, je dirais, quand on est si on prend des relations internationales, un antagonisme entre 2 pays, partir de cette réalité-là peut paraître fleur bleue, mais je pense que on touche à quelque chose d'essentiel sur les 4 souffrances à ce moment-là, d'être vraiment capable de connecter avec cette personne-là. Le docteur Ikeda l'a expérimenté avec toutes sortes de gens avec lesquels, à l'origine, il n'était pas forcément d'accord, il n'était pas forcément en accord, je dirais. Mais il a été chercher cette qualité-là. Il a été pénétrer cette qualité-là, donc toucher l'humanité de l'autre à un point, sensibilité, ouverture, compréhension, humanité. C'est son humanité qui a permis cette ouverture. Alors, merci Vincent pour cette citation extrêmement cruciale. Et donc, les 4 souffrances qui sont la vie, la maladie, la vieillesse et la mort sont extrêmement précieuses pour pouvoir mener des dialogues profondément humains et intimes. Alors, pourquoi la maladie? Ça met beaucoup d'insécurité dans notre vie. On peut en fait être malade au moment où on a un dialogue. Mais on doit accepter on subit tous des maladies de toute façon, on est tous vulnérables aux maladies toute notre vie. Et bien sûr, le vieillissement, si on a la chance de vivre à un âge avancé, on remarque donc un affaiblissement, des problèmes de santé qui viennent avec l'âge. On ne peut pas y échapper. Évidemment, la mort, on n'aime pas beaucoup d'en parler, mais c'est absolument inévitable. On va tous mourir, c'est garanti. Et alors, la vie elle-même, c'est parce que nous sommes en vie que nous avons les 3 autres problèmes. Donc ça, c'est un premier aspect de la problématique de la vie. Mais aussi, on est dans une famille, dans une culture, sans avoir une recette. Personne ne nous dit clairement, voilà, si tu fais ça toute ta vie, tu es garanti d'être heureux. On doit trouver cette recette nous-mêmes. Et c'est donc cette angoisse existentielle de trouver quel est le sens de ma vie. Voilà. Donc, la vie, la maladie, la vieillesse et la mort sont inévitables pour absolument tous les êtres humains. Alors, quelle est la relation avec le dialogue? Bien, au début, quand j'ai lu donc, ce passage du docteur Ikeda, pour moi, c'était un peu abstrait et très pratique. Ça voulait dire, quelle que soit la personne à qui je m'adresse, ça peut être un enfant, ça peut être un étudiant, ça peut être une personne âgée, ça peut être le président d'un pays, ça peut être quelqu'un d'extrêmement puissant. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, ces êtres humains-là à qui je m'adresse sont soumis aux 4 souffrances, ils sont confrontés aux 4 souffrances de toute façon, et ils sont comme moi. Mais au fur et à mesure, j'ai pu aller un peu plus profondément en appliquant la théorie des 4 souffrances à la transformation intérieure. Donc, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est quand je m'adresse à un autre être humain, c'est moi qui dois prendre conscience pleinement. Je vais mourir, c'est sûr, je vais mourir. Je suis en train de vieillir, je vais tomber malade d'ici là, et je travaille toujours sur le sens de la vie. Et ce n'est pas facile. Et donc, ça permet d'évoquer d'autres qualités qui sont l'humilité, aucune raison d'être arrogant quand on se rend compte des 4 souffrances, la vulnérabilité, aucune raison de penser qu'on ne va pas mourir, par exemple, c'est un rêve, et l'authenticité. Il n'y a rien à craindre. De toute façon,
les cas de souffrance sont là et il faut les affronter. Et donc, sur la base de cette humilité, de cette vulnérabilité, de cette authenticité, là, je suis vraiment dans la meilleure position pour me relier à la personne avec qui je parle et avoir un dialogue extraordinaire. Donc, je dirais qu'en fait, le courage, la sagesse et la compassion, à l'intérieur de ces trois-là, il y a énormément d'éléments qui les composent. Elles sont faites de mélanges. Et je crois que ces trois-là, humilité, vulnérabilité et authenticité, sont logés à l'intérieur des trois grandes vertus et nous permettent de nous relier. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, j'ai une étudiante qui m'a contacté il y a quelques jours, elle me dit « Oh, j'ai un très, très mauvais résultat à mon examen et le professeur m'a convoqué. Et j'ai très, très peur, je vais devoir aller dans son bureau et je ne sais pas ce que je vais faire, je vais devoir le convaincre de changer ou bien m'excuser ou je ne sais pas du tout ce que je vais devoir faire. Et c'est un grand professeur très prestigieux, je suis dans une panique totale, je ne sais pas quoi faire. » Et je lui ai dit, mais réfléchis au fait que tu vas mourir, tu es en train de vieillir, tu vas tomber malade et tu es en vie, donc tu dois subir tout ça. Et une fois que tu ressens ça, dis-toi, mais lui aussi, à 100%. Nous sommes frères et sœurs humains et tu peux rentrer dans son bureau et à mon avis, tu auras beaucoup plus de confiance en toi. Tu n'auras pas besoin de protection ou bien d'avoir peur ou quoi que ce soit. Tu peux être naturel et donc sur cette base commune de ces cas de souffrance, on peut discuter de tout, on peut discuter avec tout le monde, même si on a des gros intérêts qui sont conflictuels, il y a beaucoup d'argent à perdre ou même il y a une guerre qui pourrait se déclencher, c'est toujours un avantage, à mon avis, de se relier à l'autre sur cette base commune de l'inévitabilité des cas de souffrance. Et alors, on peut s'entraider. Comment fais-tu, toi qui es en face de moi, comment fais-tu pour vivre bien avec la connaissance de ces cas de souffrance? Et donc, ça permet des tas de choses. Voilà. Je crois que c'était un passage absolument indispensable. Pour moi, c'est mon passage favori en ce qui concerne le développement du dialogue par le docteur Ikeda. Il n'y a plus de frontières avec les dialogues. Les frontières tombent. Il n'y a plus de barrières. En fait, le dialogue et la conversation, comme le dit le docteur Ikeda, c'est vraiment l'essence de la démocratie, si je comprends bien, Olivier. Donc, dans le cas d'Haïti, donc il faut absolument, en fait, c'est un exemple, je ne dis pas que je vais faire ça, il faut absolument évoquer ces 4 souffrances-là pour vraiment faire comprendre aux Haïtiens qu'ils vont tous mourir et que l'important, c'est de vraiment mettre de côté, en fait, nos intérêts personnels et commencer à réfléchir donc à tout ce qui pourrait servir la communauté, c'est-à-dire le pays dans son entier. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, parce que tant que les Haïtiens ne comprennent pas que, en fait, ces 4 souffrances-là, c'est-à-dire qu'ils vont mourir, qu'ils vont, de toute façon, voilà, de la vie et tout, donc, ils vont pas changer, en fait, de position. Donc, en évoquant ces 4 souffrances-là, donc, ça leur permettra de comprendre qu'il faut absolument qu'on apprenne à vivre ensemble. Et il faut absolument qu'on trouve un moyen de se dialoguer parce que c'est par le dialogue qu'on arrive à créer une société plus démocratique, une société plus équitable, une société où il y a plus d'opportunités pour tout le monde. C'est ça l'idée. Oui, tout à fait. Autant vivre. Tout à fait. Je dirais même qu'en fait, il est temps de commencer les travaux pratiques. Nous avons beaucoup discuté de tout ça. Et donc, moi, je suis tout à fait de ton côté. Si tu commences à avoir des dialogues concrets avec non seulement ta famille, tes amis à Haïti, mais d'autres personnes, nous pouvons nous entraider tous. Comment peux-tu utiliser cette idée des cas de souffrance, de vulnérabilité, d'authenticité pour améliorer la qualité de tes dialogues, pour avoir plus d'intimité avec tes partenaires de dialogue, quels qu'ils soient, les toucher plus et pouvoir donc aborder les véritables problèmes économiques, socio-économiques et autres d'Haïti. Donc, c'est un processus. Et donc, si tu penses que c'est une bonne idée au départ, je crois que maintenant, il faut penser aux travaux pratiques qui vont durer plusieurs années. Ouais, tout à fait. Mais ce que tu viens de formuler maintenant est un bon point de départ, en effet. Tout à fait.
Si on arrive au terme, je regarde l'heure un peu. On pourrait peut-être une question englobante à la fin. Je pense que ça nous permettrait d'en débattre avant, puis dans des conditions, dans un temps raisonnable imparti, proprement dit. On se relie vraiment à cette idée globale qui porte le nom du centre Ikeda, je dirais, à l'Université Laval, c'est-à-dire citoyenneté globale, dialogue et paix. Le cours que je mets de l'avant à la rentrée, c'était étude d'une dynamique. C'est comment est-ce qu'on peut faire le pont entre ces trois dimensions de citoyenneté globale pour qu'on soit vraiment quelque chose d'authentique et profond, et puis ce dialogue qui est le pont entre les deux finalement, et qui amène à une pacification de la condition humaine. Il faudra la définir en temps et lieu proprement dit. Alors donc, peut-être en conclusion, dans la philosophie de paix du docteur Ikeda, le lien entre dialogue, transformation intérieure, citoyenneté globale et civilisation globale est mis de l'avant. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette perspective holistique? Est-ce que quelqu'un aurait envie d'élaborer un tant soit peu là-dessus? Un petit peu comme Olivier dit, puis comme Vincent vous dites, je redis les mots autrement, mais dans le fond, tout fait partie de tout. Peu importe, on trouve des petits grains de chaque chose dans tout ce qu'on fait. Puis le but, en fait, on représente nous-mêmes. Il y a tous ces concepts-là, puis nous, on le met en pratique dans un sens dans le groupe de recherche qu'on fait là ici, ce soir, qu'on fait depuis 6 mois, c'est qu'on le met en pratique. Pas juste pour le prouver, pas juste non pour le faire. On le dit, on le fait, mais on le représente aussi. On fait comme l'univers entier, puis c'est ça, pas qu'on est l'univers, on l'enlève aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'on est une partie, on fait ce qu'on pense que tout est relié, puis c'est la preuve, on le vit au quotidien, dans nos petits liens, dans nos petits mots. On vit la sagesse, le courage, la compassion. On les vit en temps réel. Et c'est ça, c'est d'accepter de les vivre, puis de permettre que les gens vont l'écouter, les gens vont peut-être venir au centre Ikeda, vont peut-être se conscientiser aussi. C'est important d'avoir du courage, de la sagesse, de la compassion, puis d'en parler avec les autres. J'ai l'impression que la petite chose qu'on fait là, la petite graine qu'on met, c'est qu'on met tous les éléments dans la petite graine, puis qu'après ça, ça va peut-être permettre de pousser un petit peu. C'est pas qu'on est meilleur, c'est qu'on a juste planté la petite graine. J'ai l'impression que ça pourrait peut-être partir de quoi. Puis c'est ça le but du centre. Vincent, que vous aviez décidé de mettre sur pied. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que ça permet de donner de l'espoir. Puis on le vit. Moi, j'ai de l'espoir quand je suis avec vous 5 tout le temps. Puis c'est ça, on le ressent. On les ressent, la sagesse. Tout à fait. Quelqu'un d'autre là-dessus? Vraiment, comment est-ce qu'on relie un dialogue, transformation intérieure, citoyenneté globale, perspective holistique, c'est-à-dire vraiment une cosmologie, construire une cosmologie là vraiment pleine de sens, qui donne plein de sens et qui saisit vraiment le concept de citoyenneté globale, qui saisit toutes les implications du concept de citoyenneté globale. Parce qu'en quelques mots, rapidement, un des piliers de la citoyenneté, c'est le sens de la responsabilité. Et là, c'est une responsabilité devenue, je dirais, globale, planétaire, et où plus que jamais, les éléments de la nature nous y renvoient à nous dire fondamentalement, l'âge que l'on vit appelle à une responsabilité décuplée. Décuplée pour vivre, bien sûr, pour vivre le mieux possible, et puis pour faire face, je dirais, aux réalités, aux problématiques contemporaines, au premier rang desquelles, bien évidemment, on considérera le réchauffement, l'évolution de l'écosystème, le réchauffement climatique, proprement dit. Donc vraiment, comment on sort de son petit soi, qui serait le territoire, qui serait la nation, d'une certaine façon, et comment est-ce qu'on va au monde avec notre identité, ce qui nous constitue, notre langue, notre culture, mais comment est-ce que on comprend profondément qu'il y a quelque chose d'implicitement pacifique et donc heureux dans le concept de citoyenneté globale, proprement dit. Depuis l'Antiquité, quand Socrate dit « je ne suis pas athénien, je suis citoyen du monde », il l'a déjà compris à une époque où les communications n'existaient pas. Il l'a compris parce qu'il a ressenti son humanité pleine et entière qui ne demandait qu'à s'épanouir. Quand on imagine le peu de communication qui devait exister dans l'Antiquité, ça donne vraiment la mesure de la pensée, de la profondeur, du cœur de la personne, proprement dit. Oui, oui.
Oui, oui, oui. Donc, je Non, termine mais là-dessus. Je termine là-dessus avec comme interrogation, hein, comment est-ce qu'on peut relier ces trois? C'est pas une série d'abstractions, c'est une chaîne causale, hein, que l'on développe d'abord de l'intérieur vers l'extérieur pour manifester notre humanité en tant que citoyen du monde, proprement dit, avec notre identité, notre culture, notre langue, l'endroit où l'on vit, mais qui ne demande qu'à s'épanouir à la grandeur de la planète, parce qu'on fait partie d'un cosmos, il y a une unité de l'être humain, je dirais, de façon très claire, notamment à travers les cas de souffrance. Ça nous renvoie ça. Il y a une unité de l'être humain à partir de la condition humaine qui se décline dans ces cas de souffrance-là qu'on a énumérés tout à l'heure, je dirais. Alors, comment est-ce qu'on réalise tout ça? Comment est-ce qu'on sort des abstractions? Et comment on en fait une réalité? En fait, si on pourrait aller plus loin et dire que le citoyen du monde, poser la question réelle de l'authenticité, de l'effectivité d'un citoyen du monde, c'est déjà poser la question de la révolution humaine. Alors, si vous voulez, Vincent, en fait, le citoyen du monde, d'abord, c'est pas l'individu qui a la possibilité de voyager partout dans le monde. Donc, c'est plus concret. En fait, c'est l'individu c'est comme l'individu qui a un actif, un rôle à jouer dans la communauté. Par exemple, je pense qu'il y a 2 semaines, donc il y a eu une inondation donc, du côté de Colombie-Britannique. Donc, ça pourrait être, par exemple, le citoyen qui se trouve dans des régions très, très éloignées en Asie, et puis qui voit ça à la télévision et ça lui touche. Donc, il commence à en parler et puis il envoie, par exemple, des messages de solidarité. Donc, c'est ça le citoyen du monde. C'est vraiment quelqu'un qui peut être à l'autre bout du monde, mais qui est intéressé, par exemple, au changement climatique, c'est-à-dire à la montée des eaux dans un autre pays ou des affaires de même. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ensemble, c'est cette personne-là qui a cette capacité, cette conscience-là donc de défis mondiaux et puis qui veut bien évidemment, avec d'autres personnes, œuvrer ensemble pour trouver une solution pour surmonter ces défis-là, donc ces souffrances communes. Donc, c'est un peu ça, donc le citoyen du monde. Qui Mais va aimer les différences. Dans le fond, le citoyen du monde qui comprend que qui est capable de relever toutes les interconnexions, puis de comprendre que tout est holistique dans la vie, ben, peut comprendre et être amené à développer les valeurs éthiques de la sagesse, le courage et la compassion, à mon avis. Puis là-dessus, ben moi, puisque je suis en éducation, je peux vous renvoyer aux 7 savoirs nécessaires de l'éducation du futur d'Edgar Morin. Alors, faites juste taper ça sur Google, les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur par Edgar Morin. C'est quoi en gros? En gros, en fait, ben, c'est un livre qui est proposé avec l'UNESCO. Puis, dans le fond, il propose les 7 savoirs nécessaires, dans le fond, en 7 chapitres, là, dans le fond. C'est enseigner la condition humaine, enseigner l'identité terrienne, affronter les incertitudes, enseigner la compréhension, comprendre l'éthique du genre humain. Alors, c'est facilement trouvable dans un moteur de recherche. Tout à fait. Apprendre à être humain. Tout à fait, tout à fait. Et il en parle hein, vraiment en disant enseigner l'identité, enseigner la condition humaine, c'est-à-dire prendre conscience de à quel point on est humain. C'est une approche holistique vraiment très très globale et c'est d'une ouverture absolument extraordinaire. Donc, en ce qui concerne la dynamique entre les 3 éléments, transformation intérieure, dialogue, citoyenneté du monde, moi je propose de se mettre dans une position de gagnant-gagnant, que ça puisse avancer quelles que soient les situations. Donc, pour prendre un exemple concret, le port du masque. Je ne vous dis pas ma position, simplement c'est un sujet de discussion. Alors, le port du masque, d'abord, il y a un travail de transformation intérieure. Tout seul, on se dit, est-ce que je vais porter mon masque à tel endroit, si je vais en rue, chez moi, que faire? Ça demande quand même un minimum de courage, de sagesse et de compassion dans le raisonnement qui va conduire à ça. Ensuite, on peut parler à quelqu'un. On a un dialogue, deuxième étape, et la personne a un avis différent d'une autre. À ce moment-là, il faut utiliser d'autres mécanismes qui permettent de continuer le dialogue, de rester dans le dialogue, se souvenir des cas de souffrance et que cette personne qui parfois a un avis complètement opposé au nôtre est quand même un être humain aussi et on peut trouver un terrain d'entente. Et si ça ne marche pas, on fait une petite pause, on retourne dans le monde intérieur, on recommence avec son propre courage, sa compassion, on est de nouveau en forme, on retourne au dialogue.
Donc, on n'est jamais bloqué. Ensuite, si on fait partie d'un comité qui prend des décisions au niveau d'un campus universitaire ou de tout un pays ou du monde entier, si on fait partie du WHO, là, la question du port du masque implique de grandes règles, etc. Donc, les enjeux du dialogue sont beaucoup plus importants et il y a beaucoup plus de tensions. Mais c'est de nouveau la même chose. Si le dialogue se passe bien et que le groupe parvient à prendre une décision commune, c'est bon. S'il commence à y avoir des disputes et que le dialogue fonctionne mal, on fait une petite pause, on retourne de nouveau dans courage, sagesse, compassion et on revient vers le dialogue. Donc, quelle que soit la dimension de l'activité dans laquelle on se trouve, que ce soit transformation intérieure, que ce soit dialogue, que ce soit citoyenneté du monde, il y a toujours moyen de retourner vers, si vous voulez, un des deux autres côtés du triangle. Donc, c'est un triangle dynamique qui passe de l'un à l'autre. Il y a un courant qui passe de l'un à l'autre constamment. Donc, voilà ce que je propose comme modèle de dynamique des trois. Et en faisant tourner ce triangle constamment, je crois que la citoyenneté mondiale, le concept de citoyenneté mondiale, qui est différent pour chacun, va pouvoir se propager un petit peu dans le monde entier. Voilà. Ou est-ce que c'est une piste de réflexion pour l'avenir? Est-ce que c'est une interrogation posée? Je pense, ce qu'on doit comprendre vraiment, c'est cette espèce on est en pleine réflexion holistique, donc qui se veut d'englober tout, et de ce que Olivier vient de développer, c'est-à-dire vraiment un retour, un voyage constant entre l'intérieur et l'extérieur, qui est un voyage éveillé finalement. Un voyage éveillé d'un être humain qui s'éveille, qui comprend effectivement humilité, on en avait parlé tout à l'heure, authenticité, humilité, c'est-à-dire qui est toujours en interrogation, qui a toujours une position d'interrogation, d'humilité, humilité comprise comme un prérequis à l'intelligence, je dirais. Donc, être capable de réfléchir, et puis parce que on mesure aussi la gravité, l'amplitude de la réflexion entre sortir de son territoire, déterritorialiser vraiment notre existence, la pensée globale, penser cette identité terrienne, voir l'ampleur de la réflexion que ça nous demande, et de comprendre fondamentalement que c'est un des piliers, une des vertus de la citoyenneté, qu'est la responsabilité. La responsabilité de soi-même envers les autres êtres humains, je dirais, à travers cette sensibilité qu'on acquiert en prenant en considération notamment la problématique des cas de souffrance auxquels tout être humain est confronté, comment manifester notre humanité. Je dirais que le citoyen du monde, ça serait porter son humanité à une quintessence, d'une certaine façon, c'est-à-dire comprendre son identité, sortir de son territoire, partir de son petit ego pour aller vers le grand soi. Le grand soi, c'est embrasser l'univers, c'est comprendre l'identité terrienne. Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur de Morin l'expliquent remarquablement bien, je dirais, à cet égard-là. Donc, je regrette qu'une chose, moi. Alors, Edgar Morin a passé l'âge de 100 ans aujourd'hui. S'il avait pu rencontrer lors de son existence Daisaku Ikeda, ça aurait donné un dialogue absolument extraordinaire, je dirais, entre les deux. Parce qu'on a affaire à deux grandes humanités qui se manifestent, je dirais, de façon très claire. Et le premier savoir, je pense qu'ils auraient pu se réunir, il y aurait eu un pont extraordinaire entre les deux. Le premier savoir que nomme Edgar Morin pour l'éducation, pour les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, c'est la capacité à l'être humain à se faire des illusions, à évoluer dans l'illusion et de sortir de son illusion, y voir clair, devenir éveillé et puis réaliser sa condition d'humanité qui ne peut être que pacifique parce que c'est un prérequis absolu à l'existence et au développement humain. Donc tout ça est véritablement intégré, on aura l'occasion de le voir, on va le développer dans le cours qui va se donner à partir du mois de janvier, ça c'est très clair, et de façon régulière, hein, cette réflexion globale entre citoyenneté globale, dialogue et paix, étude d'une dynamique, c'est une véritable dynamique qui est en œuvre, si on s'en pénètre, si on s'en convainc, si on arrive à avoir cette conviction, bien évidemment, ça comporte la dimension de révolution humaine, c'est très très clair, et du comportement qu'on aura envers les autres. Donc, je pense que c'est un peu ça peut-être. Je pense que ça peut être quelques mots de conclusion. Pour le moment, on verra par après. On arrive à 2 heures, ça fait 2 heures qu'on est en dialogue. On va charger Martin d'effectuer une redoutable tâche, c'est-à-dire tu vas y passer peut-être un petit moment, passer un balayage complet, puis de retenir, d'écrémer ce qu'il y avait de meilleur dans nos échanges jusqu'à présent. Tu nous envoies après ça le produit fini, et puis on opte à partir de là pour la suite, je dirais, pour la suite des choses.
Mais ce serait le fun qu'en en 10 secondes chacun, tout le monde dise quelque chose qui ressort par rapport au projet. C'est ça qui est bien, mais tout le monde dise quelque chose. Youpi! OK, alors mes mots, c'est j'y vais. Affaire à suivre. De l'élan du cœur et de l'élan. Et puis, nous atteindrons des rivages à la beauté insoupçonnée.